Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus pile à l'heure à midi pour votre fidèle rendez-vous avec Overtime. Et oui, vous ne rêvez pas, il est bien là, il est de retour dans notre live podcast de Facebook. Stéphane Rochette. J'étais puni. T'étais où? Non, moi je fais ce qu'on me dit. Hein. Moi, quand on me demande d'être là, je suis là. Qui fait les plannings chez nous déjà? Moi, je te dis pas. Hein? Ça, c'est des choses qu'on doit regarder à l'interne, mais je crois qu'il est habillé en gris. Tu vas bien, Steph? Avec un capuchon aujourd'hui. Mais non, la question est, non, je suis pas, je suis toujours à 100% à MySports. Non, on le garde à 100%. Il y a beaucoup de choses à faire dans la semaine. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de studios aussi. Tu es allé co-commenter. Ouais. Mais ça fait un plaisir, bien sûr, partagé de te revoir. Et puis, je crois que les gens aussi t'avaient demandé quelquefois, Stéphane, ici, pour notre tour dans le podcast, parce qu'ils avaient toujours plein de questions à te poser. Donc, j'y réponds. Pour cette saison 3, épisode 11 d'Overtime, eh bien, vous pouvez poser votre maximum de questions. On va bien sûr passer en revue l'actualité des clubs romans. On va aller dans le sens inverse du classement. Aujourd'hui, on va partir des derniers avec le HCA qui peine à retrouver le chemin de la victoire. On parlera ensuite de Lausanne. Il y a du mieux, mais pas encore vraiment au niveau des résultats. On parlera de Fribourg qui a connu un bon week-end, de Bienne qui a fait le week-end, lui, parfait, et de Genève qui a été un petit peu remis les pieds sur terre contre Berne vendredi, mais qui a très bien réagi pour ne pas entamer une série de 2 défaites de suite. On est bon, Stéphane? Tu es prêt? Ready to go. Alors, on est prêt. Alors, de notre côté, eh bien, on va pouvoir passer au HC Ajoie. Le HC Ajoie, je vous l'ai dit, c'est pas la grande forme ces temps. Le début de saison très satisfaisant semble un petit peu loin. Si on regarde les chiffres, ça fait 8 défaites de rang, 10 en 11 matchs. Voilà. Je veux plutôt parler positif, pas que de défaites, je veux parler de victoires. Mais il n'y en a eu que 2 dans les 19 derniers matchs. Stéphane, le constat est quand même colle avec la vérité du classement. En ce moment, Ajoie est plus lent et plus en difficulté que tous les autres clubs de National League. Clairement, la fameuse loi de la moyenne les rattrape, même si on a vraiment le sentiment que durant les matchs, ils sont pas si loin, il manque pas grand-chose, mais il manque toujours un petit quelque chose. Et ce qu'on a vu, c'est un peu un remake de l'année passée. Il y a eu cette fait surprise en début de saison. Tu as un nouveau coach, 6 étrangers. Chacho qui est là cette année. Ça ne porte plus que sur Wolf. Il y a un paquet de choses que. Il y a eu l'aspect nouveauté au premier tour. La première fois que tu joues contre chaque équipe, ben là, même si les équipes font de la vidéo, il y a l'effet surprise, comment je joue, c'est quoi le nouveau style du coach, on se cantonne en défense, il y a des petites choses qui ont changé. Et au deuxième tour, comme l'année passée, là, tout le monde s'est plus ou moins ajusté. Ah là, Gauthier, il joue comme ça. Devos est là. Le nouvel étranger, Bakoche. En défense, on a Brennan. Comment il joue sur le powerplay, etc. Donc, tout le monde s'est ajusté au HC Ajoie. Et tout à coup, ça devient plus compliqué. À tous les deuxièmes matchs, c'est plus compliqué. L'effet surprise n'est plus là. Ben, c'est ça. C'est une équipe qui manque cruellement de profondeur. On le disait. On n'a pas inventé ça en début d'année. Et ce que j'ai remarqué, moi, samedi, si on regarde les matchs du week-end, ça confirme ce que je pense depuis le début de l'année. On se cantonne en défense, on limite les dégâts, on se masse devant la cage. On est excellent, on joue assez bien sans la rondelle. Le problème, c'est que tu peux pas jouer. OK, c'est pas juste sans la rondelle. C'est qu'au moment où ils prennent contrôle de la rondelle, je l'ai expliqué dans mes analyses, ben, ils ne sont pas en bonne position pour relancer l'attaque, etc. On se contente souvent de redonner le puck à l'adversaire. Donc ça, c'est compliqué pour les attaquants de créer de l'attaque à ce moment-là, parce que le premier puck ne vient pas. Et puis, on peut parler aussi juste, en guillemets, de la perte de Pilet. Valentin Pilet, défenseur physique, qui allait très bien dans le système de jeu de Bakoche, beaucoup de glace. Qui découvrait la National League, mais qui était ultra défensif. Ultra défensif, il est très bon sans la rondelle, etc. C'est pas un gars qui relance super bien, mais dans le système choisi par Péchan, ben, il fitait très bien et ça leur manque cruellement aussi. C'est sûr. Si on revient un petit peu sur les 2 matchs du week-end, ça avait commencé pour Ajoie vendredi à la maison contre Lausanne. On peut entourer ce genre de match comme match important parce que Lausanne est un adversaire direct vu la position au classement du Lausanne Hockey Club. C'est un match que, si on décortique avant d'analyser peut-être de manière générale, Ajoie a très bien commencé parce qu'ils ont réussi à mettre le feu à leur patinoire. Ouais. Il y avait 3-2 pour le HCA après 20 minutes de jeu.
Ouais, même 2-0, je pense, quelque chose comme ça. Donc, oui, ils ont fait un excellent début de match. Mais on sait que, voilà, si tu te cantonnes en défense, pour qu'ils fassent des points, il faut que toutes les étoiles soient alignées. Il faut qu'ils ne fassent pas trop d'erreurs défensivement, qu'ils prennent les rebonds, que le gardien fasse les gros saves, que tout à coup, on marque sur quelques contre-attaques et puis qu'on soit efficace en power play. Donc, ça fait beaucoup de si. Et là, les étoiles sont alignées des fois à une partie de match. Tout à coup, il y a un éclair de génie. Mais sur la longueur, quand tu te cantonnes en défense, je le rappelle, mais c'est compliqué. Il y a eu quelques bons chiffres. On voit quand les étrangers sont sur la glace, quand Brennan se retrouve sur la glace avec la ligne des étrangers devant, ben, ça change le jeu de côté. Tout à coup, on réussit à s'installer ou à avoir une bonne présence, mais après, tout à coup, le soufflet retombe. Et voilà, c'est 60 J'ai minutes. l'impression que tout le monde, parmi les adversaires de Ajoie, Stéphane, connaissent les joueurs du HCA. Ils arrivent juste peut-être pas à maîtriser encore Hazen et Brennan qui brillent et qui arrivent vraiment à amener un plus à l'équipe. Et même DeVos est rentré dans le rang par rapport à ses premières prestations. DeVos, c'est quand même un bon joueur. Évidemment, on a vu ses performances. Quand le gars est dans le meilleur marqueur de la ligue, tout à coup, on le savait que c'était un bon joueur, mais tout à coup, il y a une attention particulière qui est portée sur lui. Les joueurs disent, OK, attends, on va le matcher, on va le mettre contre les meilleurs défenseurs. Sur le tableau, là, il est entouré. Évidemment, là, on se focalise sur lui. On s'est beaucoup focalisé sur DeVos. Hazen est revenu. Hazen, là, tout accepte. Moi, je pense que ça va être un peu plus dur pour lui dans les prochaines semaines parce que tout le monde va dire, là, il n'y a pas d'Hazen, il patine. Moi, ce que je trouve que je suis très heureux pour Hazen, d'abord pour sa blessure. Je pensais que sa carrière était terminée. Je crois que même lui-même avait passé par des gros moments de doute. Il patine toujours. Je trouve qu'il n'a pas perdu son coup de patin et c'est ce qui fait de bien. DeVos a un sens du jeu hors norme, mais n'a pas de patin et il est très bon dans les situations arrêtées, power play, etc. Puis c'est un gars qui ralentit beaucoup le tempo du match. Hazen patine. Hazen a de la vitesse. Hazen, c'est un joueur différent. Il a un bon sens du jeu. Pas aussi hors norme que DeVos, mais il shoot le puck et puis il patine. Et c'est pour ça qu'il a du succès dans cette ligue, à mon avis. Steph, on a dit qu'on prenait un maximum de questions, donc n'hésitez pas encore à nous en poser. Mais je vois celle de Gaëtan Grossrieder là, qui est arrivée il y a à peu près une minute. C'est la force aussi de notre live podcast. Gaëtan nous demande qu'est-ce que Cloton fait mieux qu'Ajoie? De ce que j'ai vu, bon, évidemment, on a un étranger qui flambe, c'est Hang. Ruotsalainen a tout à coup débloqué son compteur en marquant 4 buts il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'on a un gardien plus dominant. Je ne veux rien enlever à Wolf. Je sais quand je dis que les gardiens d'Ajoie sont bons, mais sont Moi, bons, je mais dirais sont même pas deux gardiens à Cloton parce qu'en ce moment, sur Kirchen, fait le job. il a beaucoup joué. Et c'est un gars qui a fait ses preuves en National League sur Kirchen. Hein? Donc, il a fait des bons matchs. On a quand même 2 bons gardiens. Metsola ne peut pas tout arrêter, mais étant un gardien d'un autre niveau que Wolf et Chacho, sans rien leur enlever, évidemment. Et puis, je pense que la brigade étrangère est peut-être, en tout cas, un CV qui parle plus un petit peu. Pas Hang, pas un grand CV, mais il fly sur la glace. Il y a des joueurs suisses qui arrivent mieux à tirer leur épingle du jeu aussi. Ouais. On prend l'exemple rien qu'un de Marc Marchand. Ouais. C'est peut-être ce profil de joueur-là, gros, costaud, qui sait marquer des buts, qui irait bien à l'aile de la première ligne du HCA. Évidemment. Et qu'on n'arrive pas à trouver. On a essayé Schmutz, on a essayé Derungs, on a essayé plein de joueurs hein, finalement. On a même mis 3 étrangers et on n'a pas encore trouvé la première triplette qui peut finalement fracasser l'adversaire à chaque présence sur glace. C'est ça. Et puis Cloton, peut-être qu'au niveau des joueurs suisses, un petit peu plus de profondeur. On a le jeune Reinbacher en défense qui surprend tout le monde, 17 ans. On parle de lui pour le repêchage NHL. En tout cas, il y a beaucoup de scouts là-dessus. Donc ça, c'est aussi une surprise. Personne ne s'attendait à ça. Mais on va donner quand même du crédit à Tomlinson. Je ne veux rien enlever à Bakoche, évidemment. À Péchan, parce que je les mélange toujours à Péchan. Mais Tomlinson a quand même montré qu'il savait faire avec des équipes qui néo-promues, qui étaient les underdogs un peu, etc. Après un début de saison compliqué. Là, on a aligné les victoires. On est dur avec Cloton. C'est dur d'aller gagner chez eux. Défaite honorable contre Genève samedi, la première en 8 matchs à la maison. Donc, ils arrivent. Moi, je trouve qu'ils génèrent beaucoup plus d'attaques. C'est une équipe qui ne se cantonne pas en défense. Ce que j'ai vu, Cloton ne se contente pas de défendre, ne se masse pas 5 devant la cage en attendant. On joue avec la rondelle. Mais si on essaye de jouer au hockey un peu. Si on revient, parce que là, on a un peu pris le large par rapport au premier match de vendredi, Ajoie a encore démontré qu'il n'arrivait pas à garder un avantage parce que de 3-2, dès la mi-match, Lausanne a vraiment commencé à mettre son empreinte sur la rencontre et a mené 5-3 jusqu'à 5 minutes de la fin. Et il a fallu vraiment pousser, sortir son gardien, essayer quelque chose pour aller chercher cette prolongation que les Ajoulots ont réussi à décrocher. Mais ça leur a coûté beaucoup d'énergie aussi.
Ben oui, regardez les temps de glace, évidemment, on est en prolongation, donc c'est 2-3 minutes de plus. Mais regardez les temps de glace des étrangers vendredi, c'est du 24, 25, 26 minutes. Brennan, c'est quasiment 30 minutes. Et puis, De Vos à Hazen, on reprochait à Gary Sheehan de surutiliser ses étrangers. Le coach d'Ajoie fait exactement la même chose actuellement. Donc, 24-25 minutes. Donc, ne vous posez pas la question pourquoi Ajoie est sorti plat samedi soir. Les gars, il n'y avait plus d'essence dans le réservoir. On va en arriver à ce match à Bienne, mais avant, je veux t'entendre sur ce qui s'est passé en prolongation entre Ajoie et Lausanne. Je vais mettre la ceinture de sécurité à Stéphane parce que je sais que c'est un sujet qui est assez sensible et tout, mais Ajoie gagne l'engagement, prend le temps un petit peu d'entrer en zone et on sort son gardien, on joue à 4 contre 3, on tente le tout pour le tout. C'est pas passé loin, ils ont tapé le poteau, ils ont eu des grosses chances de se donner la victoire. Finalement, c'est Boson qui marquera dans la cage vide après un arrêt de Brennan. Moi, j'ai hâte au jour que l'autre coach... En fait, si l'autre coach fait la même chose, on joue 4 contre 4 sans gardien. C'est pas mal, ça. Non, mais c'est vrai. Si on n'a jamais vu, si les coachs ont la même idée, ça va être sympa, le hockey. Moi, je comprends pas. Je trouve que c'est du poker. C'est Fedorov qui a fait ça en Russie. Oui. Ça a marché avec une grosse équipe. Ça a été déjà vu en Suisse 2 fois, je crois. C'est la 3e fois cette année. C'est la 3e fois que l'équipe qui sort son gardien se fait marquer par le match en prolongation. Le coach de Rapide l'a fait dans un match à Ambry. Je pense que Volven l'a fait dans un match à Berne. Et puis là, Péchan l'a fait. Moi, je comprends pas parce que 3 contre 3, c'est quand même ouvert. Ils ont tant de chances que l'autre équipe de marquer. Ils avaient du momentum en plus. Pousse ta chance, tu as besoin de points, pousse ta chance un petit peu plus loin, je sais pas, je vois pas. Mais moi je trouve que ça suscite le débat. On prend juste le commentaire de Marc Hegui qui nous dit que lui il a bien aimé ce que Ajoie a fait et qu'ils auraient même mérité de gagner. Peut-être qu'après une série de défaites, ils en étaient sur 7. On s'évite peut-être ce qu'on appelle nous toujours la loterie des tirs au but. Et on essaye quelque chose. T'as autant de chances que l'autre équipe de gagner. Bon, ce qu'on a entendu comme argument en coulisses, c'est que Péchan dit qu'ils sont nuls au tir au but. Son équipe est nulle au tir au but. Et puis plutôt que de se payer la honte au tir au but, autant pas jusque-là, mais peut-être d'éviter la séance de tir au but en poussant et en essayant quelque chose que l'on voit quand même pas souvent dans notre championnat. Ouais. Bon, moi, je suis pas un grand fan de ça. À date, c'est 0-3 pour ceux qui l'ont essayé. Donc, quand le taux de réussite sera supérieur à 50%, on en parlera sur la longueur. Mais pour l'instant, 0-3. Donc, reste que Péchan ne reste pas les bras croisés non plus. Mais à force d'essayer et de perdre, est-ce qu'on peut commencer peut-être à se dire que on va peut-être devoir réfléchir à quelque chose du côté de Julien Vauclair? C'est-à-dire pas forcément de se séparer de Péchan, mais d'essayer de faire un move maintenant, parce qu'il y a peut-être besoin de profondeur aussi dans cette équipe. Je vois pas, honnêtement, sur le marché, je vois pas. Là, je pense qu'on va renouveler Bacoche selon les propos de Julien Vauclair en entrevue. Je vois pas ce qu'on peut changer. Un étranger, un miracle qui débarque, déjà, il faut le trouver sur le marché. Déjà qu'il faut qu'il vienne au prix d'Ajoie. Il y a beaucoup de si. Moi, ce que je répète depuis le début de l'année, c'est qu'on le savait que cette année, ça allait être difficile. Oui, un petit embelli en début d'année, on passe proche, c'est sympa, mais on est quand même assez... Sur la longueur, on voit que là, je pense que les carottes sont cuites, ils vont finir 13 ou 14. Il y a pas un revirement miracle peut-être, mais on savait que cette année, il fallait passer à travers cette tempête, cette année compliquée, et puis de se sauver probablement en fin de saison. Mais là, maintenant, l'objectif de Julien Vauclair, c'est pas de renforcer, peut-être qu'il peut renforcer l'équipe au dernier moment, un petit changement, mais des changements drastiques, il n'y aura pas. Moi, je pense que le travail de Julien Vauclair, c'est de construire une équipe qui va se sortir de cette réalité-là l'année prochaine et qui va passer à une étape supérieure, c'est-à-dire qu'il va être un contender, un prétendant au pré-playoff et qui va pouvoir gagner sa part de match, de vraiment appartenir à cette ligue et donner une ride à tous les soirs à toutes les autres équipes. Et la priorité de Vauclair, c'est de construire une équipe pour l'année prochaine. Cette année, on sait que c'est comme ça. Mais c'est quand même pas facile. Mais j'entends rien pour l'instant. Mets-toi dans la peau de Julien Vauclair. Ton club est quand même dernier du championnat, maintenant distancé. Malgré que tu aies le plus beau discours du monde, de vanter les charmes de la région jurassienne, plus un contrat qui est intéressant, c'est quand même une incertitude qui doit peut-être retenir certains joueurs qui iront signer plutôt ailleurs que d'avoir un rôle important à Ajoie. C'est certain, mais il y a quand même des joueurs qui ont des rôles discrets dans certaines équipes, des joueurs suisses ou même des étrangers. Là, le marché des étrangers, c'est peut-être tôt, mais
de marquer des touches, peut-être il y a des clubs qui en ont. On va commencer à annoncer des signatures pour l'année prochaine, j'espère qu'il y en aura du côté d'Ajoie. Puis là, on a annoncé un budget en hausse. J'ai rêvé ça ou on a parlé d'un budget de 15 millions? À 15 millions, tu arrives dans les budgets petits moyens. Tu es plus petit, tu es petit moyen, on s'entend. Mais là, ça veut dire qu'il faut que tu dépenses un peu d'argent pour aller chercher des joueurs un peu plus forts. Ben là, évidemment, tu vas défaire un peu ta masse salariale, tu vas faire des mécontents, mais là, tu n'as pas le choix. Si tu restes en disant, moi, je ne veux pas dépenser, je ne veux pas que personne gagne plus que DeVos, que Brennan, que Hazen, parce que ça doit être mes gars les mieux payés. OK, mais là, le problème, c'est qu'eux, ils ont des contrats d'un certain montant, mais les joueurs suisses, ben, si tu veux les débaucher, les attirer dans le Jura, ou faire la cour à des joueurs francophones, des gars on a essayé avec Predretti l'année passée, mais on était loin du bal, mais c'est ça, Julien Vauclair, pour l'instant, il ne peut pas faire grand-chose. Il y a des questions qui commencent à bien arriver. Moi, ce que j'aime pas, c'est que quand tu vas au match à Port-Entruy, tu entends de plus en plus de discussions et de comparaisons entre Péchan et Chian. Ben, c'est sûr que c'est deux mondes. Il est au même niveau que l'année. En termes de comptable, c'est la même chose. Voilà, au niveau de points, c'est la même chose. Et Gary n'avait pas la même équipe non plus, donc c'est pour moi impossible Péchan a une meilleure équipe. De pouvoir comparer aussi, parce que Péchan a une meilleure équipe. Mais les autres sont un peu toutes les meilleurs autres équipes se sont aussi améliorées. Donc, ouais. En 12 mois, pour moi, les comparaisons, on doit les mettre de côté. Un peu, ouais. La question est plutôt celle que l'on doit ressortir de Nicolas Mathé. Est-ce que Péchan est encore l'homme de la situation? Moi, donner ton avis en premier, moi je dis que oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de changer d'entraîneur. Changer pourquoi? Ajoie est à sa place, mériterait peut-être avec tous les bons matchs qu'il a fait d'avoir quelques points en plus, parce que s'il y avait cette force de caractère à garder ses résultats dans ces derniers instants, Ajoie serait peut-être avec 4, 5, 6 points de plus, mais pas grand-chose de plus. Donc Péchan serait au contact des autres équipes et on n'aurait pas le même discours aujourd'hui. Donc pour moi, Péchan ne fait pas tout faux. Et pourquoi changer l'entraîneur alors qu'il a eu qu'un petit échantillon pour l'instant à mettre en place c'est toujours comme ses ça. Capacités et qu'il ne peut pas en tirer beaucoup plus de cette équipe-là. Il a choisi un système ultra défensif, c'est pas pour rien non plus, c'est qu'il sent que... Il a évalué son équipe, il s'est dit que bon, si j'ouvre le jeu, il va arriver quoi? Alors je peux autant le fermer. Et puis ça a marché sa stratégie parce que tout le monde dit « Ah, mais ils sont pas si mal, ils font mieux que l'année passée, on est proche, on fait des bons matchs, on accroche des points. » Oui, c'est vrai. Mais sur la longueur, c'est moins vrai. Mais c'est toujours la même réalité. Moi, on l'avait dit au début de la saison, quand Gary, l'année dernière, il y a une année et demie, on avait dit à Noël, ça va finir par être la faute de Gary. Ben, ça a été la faute de Gary. On l'a licencié avant Noël. Ça a été une des premières décisions de Julien Vauclair. Voilà. Et là, ben, ça commence à être la faute à Péchan. Parce qu'évidemment, on dit mais écoutez, moi, je vais changer d'entraîneur. On aime bien trouver un coupable, j'ai envie de dire. Évidemment. Puis là, la logique, c'est que les joueurs vont commencer à se plaindre du coach. Parce que quand tu gagnes, les mécontents se taisent. Quand tu perds, celui qui ne joue pas, celui qui a été changé de ligne, le power play, le ci, le ça, tout le monde dit « Ah, mais... » Puis là, les gars commencent à siffler à l'oreille des journalistes. Tu sais, quand tu es dans un patinoire, le coach m'a dit, tu sais comment ça va? Hein? Les joueurs commencent à se plaindre à gauche, à droite. C'est clair. Mais voilà. Fabien Luisier a finalement peut-être le plus raison, c'est que Ajoie est à sa place. Et lui ne les voit pas perdre une série de barrages contre l'équipe de Swiss League qui pourrait être Holton. Mais Chaux-de-Fonds est aussi là et les playoffs doivent encore être joués pour définir pas mal, hein? cette hiérarchie en Swiss League. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il a raison, Fabien, c'est que le plus dur sera de garder le moral. Parce que on connaît toujours comment ça fonctionne si on se projette jusqu'au barrage, si Ajoie d'aller jusque-là, si Ajoie n'arrive pas à battre Langnau ou n'arrive pas à se placer mieux. Quand tu es en National League, tu arrives avec le moral dans les chaussettes parce que tu viens de perdre beaucoup de matchs. C'est une spirale négative. Tu passes de 6 à 4 étrangers, tu dois faire des choix. Tu as toujours un avantage par rapport à la Swiss League qui, lui, passera de 2 à 4 étrangers. Mais il vient d'être champion de Swiss League, il y a une certaine euphorie, puis c'est toujours ça, des fois, qui peut coûter le risque de rétrograder. Mais moi, j'ai quand même l'impression, au jour où on parle aujourd'hui, à fin novembre, que la différence entre la National League et la Swiss League est encore énorme, et que ça soit Langnau, Ajoie ou toute autre équipe qui doivent jouer le barrage. On voit pas comment. Mais il n'y a pas de risque. Mais c'est toujours, ça reste du hockey. DeVos se blesse, Hazen se repète le genou, Wolf est malade. Non, mais voilà. Évidemment, on se dit, on voit pas comment ils peuvent perdre. Je partage un peu cet avis, sauf que ça peut arriver. Donc, tu t'en vas là et tu dis, pourvu que les étoiles ne soient pas désalignées et puis que le ciel soit nuageux. Et puis voilà, tu sais jamais. C'est des séries de la peur.
Bah voilà, ce qu'on peut dire hein, pour Ajoie qui, le lendemain, le samedi, on n'en a pas vraiment parlé, mais ça va un petit peu dans toute la direction que l'on a prise, a perdu 4-0 à Bienne, sans avoir d'énergie, sans pouvoir vraiment prétendre à n'importe quel moment de la rencontre de pouvoir le gagner. On a senti que leur morale, la remarque était juste, c'est que là, les gars regardent le classement. On regarde le classement aujourd'hui à Ajoie, les joueurs sont pas stupides, ils regardent ça, ils attendent. On a quoi, 10 points de retard? 10 points de retard, c'est une chose, mais tu dois rattraper 2 équipes. Là, ça veut dire que tu dois faire 12 points de plus, 10, 12, 14 points de plus pendant que les autres n'en font pas. 2 équipes. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu gagnes 4-5 matchs de plus que 2 équipes devant toi dans les 20... Quoi, il en reste quoi? Peut-être une petite trentaine? Ouais. C'est beaucoup. Donc, donc, là, les gars, ils sont pas stupides puis ils se disent OK. Et là, ils sont au même point que Gary l'année passée. Ils voient l'écart se creuser. Ils se disent ouais, probablement qu'on va finir le 13 ou 14. Comment tu gardes la motivation? Qu'est-ce que tu mets comme objectif à tes joueurs? Un bon petit mardi soir de début décembre, là, quand tu t'en vas à Zurich ou je sais pas quoi. Wow! Ce qui serait intéressant, et c'est ce que tout le monde souhaite à Ajoie, c'est qu'il y ait une petite série de victoires aussi pour du beau mon cœur et retrouver une certaine sérénité, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui doutent devant le but au moment de faire les choix. Et ça se ressent crassement. Hein, que c'est les résultats aussi qui pèsent et que tout paraît plus lourd quand tu as un piano sur le dos. Hein. C'est ça. C'est le moral-là. On a vu Steven Maca, que je connais bien. Steven était presque émotionnel en entrevue samedi. Là, quand il a dit à la fin de l'entrevue, avec beaucoup d'émotion, on commence à en avoir marre de perdre. Et ça, on l'a vu, ils ont abdiqué facilement dans le match contre Ajoie. Il y avait de la fatigue, etc. Mais c'est ce qui guette Ajoie, c'est que ça devienne bon, là, on attend. De toute façon, ça ne changera rien. Il faut être prêt pour la série de la peur début avril. Bon, faire combien de points par match, nous demande Fabien Luisier, pour être hors des 2 dernières places, ça paraît... faut qu'il aille chercher. Faut que pour être les 2 derniers, il faut que tu ailles chercher au moins 50 points, 50 ou 60 points. Donc, ça leur prend encore... ça leur prendrait 10 victoires, je pense, dans les 30 prochaines, pour peut-être espérer passer devant Langnau. Il reste 27 matchs à Ajoie. Donc en tout cas 10-11 victoires en comptant que y a des équipes aussi qui déchantent, parce que pour l'instant tout le monde se dit que Lausanne va monter, que Lugano va monter, que Langnau va retrouver sa place, et que Cloton surprend aussi en Ambry qui va pas très bien voilà. là, mais je vois pas Ambry descendre aussi bas que ça. C'est des équipes quand même qui ont enfin, même Lausanne, tu te dis bon, ça va pas terrible, mais voilà, qui raccroche des points de raccro de temps en temps, mais quand même. Presque, il y a un match très important pour le HCA, c'est demain soir à la maison. Ils reçoivent Cloton, ils ont un contentieux aussi avec Cloton parce qu'ils avaient perdu bêtement le dernier match, que là, ils devaient le gagner. Mais ce match-là qui ils menaient, ils se sont fait égaliser, ils l'ont perdu en tir au but, sauf erreur, ou en prolongation contre Cloton. C'était pas un point tournant dans la saison d'Ajoie, ça. Moi, je me souviens, ce soir-là, en studio, on avait suivi ce match-là du coin de l'œil, puis je m'étais dit, aïe, ça fait mal. Et est-ce que c'est... C'est facile à dire après, mais le point tournant, tu le sais après, évidemment. Mais je pense que ils avaient perdu au penalty. Après, ils avaient battu Lugano à la maison. Et il y avait encore eu un succès contre Ambry. C'est ces deux succès lors des 19. Et puis après, c'est vrai qu'ils avaient encore perdu contre Langnau à domicile. Ce match contre Langnau aussi des points tournants, des matchs avait fait mal. Là, c'était des adversaires directs. Et voilà. C'est ça. Mais bref. Voilà. La situation est compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Gagner demain, pour remettre du baume au cœur à tout le monde, dans le vestiaire, les supporters aussi qui sont toujours présents. Et nous, on va s'intéresser, Stéphane, à une deuxième équipe qui, avec tous les changements qui ont été opérés, on pensait quand même qu'ils iraient un petit peu mieux. C'est pas si facile que ça pour le Lausanne Hockey Club. Depuis le changement du coaching staff, ça reste ce week-end avec même une semaine dernière, puisqu'on doit parler peut-être du match de mardi aussi. On revient normalement sur les matchs du week-end, mais mardi, il y a eu le couac contre Cloton à la maison 0-1. La victoire très compliquée 6-5 contre le HC Ajoie en prolongation, et la défaite face à Fribourg samedi. Est-ce que Lausanne, pour toi, a retrouvé du mordant dans son jeu? Ça va mieux, j'ai l'impression. Certains joueurs commencent à retrouver un bon rythme, mais est-ce que Lausanne sait où il va? Il faudra leur poser la question. Moi, ce que j'ai vu, je n'ai pas analysé à fond les matchs de Lausanne. On n'a pas eu vraiment de match studio autour de ça, mais je ne vois pas d'embellie au niveau des résultats. Il y a toujours les mêmes soucis. Power play, marque pas de but, gros volume de jeu, mais ça finit pas au fond.
Je le répète, à Lausanne, on a beaucoup, beaucoup de joueurs qui se ressemblent. Et le puzzle, il est le même pour le nouvel entraîneur qu'il l'était pour John Foust. Les problèmes d'exécution semblent être les mêmes. C'est pas précis. Ce que je ressens de Lausanne, c'est que qui sont les leaders, qui sont les gars à suivre. Gernat est certes un bon joueur. J'aime beaucoup lui, c'est probablement le meilleur attaquant, le plus remuant. Mais est-ce que c'est le leader? Est-ce que s'il a cette capacité? Gernat ou Sekac, tu dis? T'as dit Gernat, comme ouais, attaquant. Il est offensif, on est d'accord. Je parlais de Sekac, je me suis trompé. Donc Sekac comme attaquant, je pense que c'est le meilleur attaquant, etc. Mais est-ce qu'il est vraiment un leader dans le style de jeu? C'est un ailier déjà, c'est pas un joueur de centre. Gernat est un excellent défenseur c'est lui qui a marqué le plus de buts dans la Ligue l'année passée comme défenseur. Je pense qu'il a marqué 13. Gernat est un excellent joueur. Mais est-ce que ce sont des leaders? On sait que les gars qui viennent de ces pays-là, c'est souvent... Ils ont moins il y en a moins qui ont les capacités de Gernat leadership. donne plus l'impression d'être peut-être le vrai leader de l'équipe, mais après, il faut oser aussi se lever dans le vestiaire. Il y a une certaine hiérarchie aussi. Il y a des qui portent un C sur le capitaine qui sont très discrets. Frick, cette année, c'est un gars discret aussi. Il a connu une saison, il commence à le revoir un petit peu. Donc, je pense que l'entraîneur devra identifier tout ça. Je pense qu'il est en train de regarder la chimie de cette équipe-là. Et puis là, il a fait quelques changements. Mais je ne vois pas des changements drastiques. Là, dans l'équipe, elle reste la même. Tu peux pas donner un sens du jeu exceptionnel à Kenin. C'est pas son style de jeu. Donc, toi, lui pourra essayer de trouver une chimie entre les lignes, de trouver les compositions. Il a donné des responsabilités à Emerton. Emerton était à l'aile sur la 4 un temps, là, il est au centre du premier bloc. Il a joué avec les 6 étrangers dans les 2 premiers blocs. Oui. Donc, ça, c'est aussi un message fort en disant peut-être mes joueurs suisses ne me conviennent pas. On va donner la capacité aux étrangers de montrer qu'ils ont été engagés pour ça. Et ça, c'est un réflexe. Je peux faire une remarque là-dessus. C'est un réflexe, c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent au cours des années. Les entraîneurs étrangers qui arrivent dans le championnat, souvent, leur premier réflexe, c'est de se dire « OK, je vais rider mes étrangers. Allez, go, go, go. » Shedden a fait ça. Il y a plein de joueurs qui sont arrivés, plein de coachs qui sont arrivés, puis leur première année, c'est « Ah, les étrangers. » Ça paraît trop facile. C'est un réflexe naturel, souvent, à dire là, c'est les meilleurs, ces étrangers, on va rider mes étrangers. Bon, là, Gernat n'était pas là. Là, c'est la première fois qu'il y avait 6 étrangers devant. Mais Salomaki n'est pas un top 6. On s'entend, là? Donc, après ça, voilà. La ligne de Fuxeria était pas mal. Elle était inscrite 3e sur la feuille de match. Est-ce que c'était la 3e? J'en sais rien. Mais c'est un réflexe souvent... Pas de panique, mais de dire ça marche pas, je vais mettre mes étrangers ensemble, puis comme ça, on ne pourra rien me reprocher. Tu comprends? Lausanne a commencé à retrouver un petit peu des résultats, c'est parce que la ligne Sekac-Fuxria avait retrouvé ses automatismes. Ouais. Mais derrière, il faudrait trouver encore 2 triplettes offensives qui collent bien pour avoir tes 3 premières lignes et que, sauf blessure ou suspension, tu ne touches quasiment pas. Ben oui, parce que moi, je suis assez pour la stabilité. Et puis ma stabilité, il n'y en a pas énormément. Mais c'est sûr que là, quand Gernat sort du line-up, tu remets un 6e étranger, ça te change. C'est comme Fribourg qui tourne avec 7 étrangers. Ben, quand tu changes tout le temps des étrangers qui rentrent, ça t'oblige à remanier tes lignes chaque fois. Donc, moi, je suis pour la stabilité, mais on n'en voit pas du côté de Lausanne. Je pense que le coach, il cherche évidemment des solutions. On voit qu'Emerton a plus de responsabilités nettement, alors que sous John Foust, c'était vraiment un rôle de spectateur. L'année passée, c'était vraiment dernière roue du carrosse. Là, il y en a un petit peu plus. On voit qu'il faut que ça rétrograder un peu dans l'alignement aussi. Voilà, Pedretti, 13e attaquant. Donc, on voit déjà son premier regard, c'est ça. Après, il y a Fabrice de Gobet, Steph, qui nous dit Sekac et Kovac sont bons, Gernat est très bon, les autres sont corrects. Je ne suis pas convaincu encore par Kovac. Hein. Il a mis ses buts, mais il a encore un rendement, une efficacité devant le but à clairement améliorer parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on avait engagé un très bon joueur, comme Odette, mais Odette peut-être pas encore vraiment bien utilisé. Kovac, il a eu son temps de jeu, ses responsabilités et tout. Pour moi, il me déçoit encore, même qu'il est le top scorer du Lausanne Hockey Club. C'est un bon joueur de hockey, mais il marque des buts, mais c'est pas un gars qui a un sens du jeu. Voilà, c'est un joueur qui ressemble. On a beaucoup de joueurs qui se ressemblent à Lausanne. On a engagé beaucoup de joueurs qui ont le même profil. High energy, power forward, drive le net, met des pucks au filet, va devant le but, peut jouer physique. OK, on en a plein. Mais de la finesse, t'as Fuchs qui a ça,
qui a cette espèce de sens du jeu. Mais qui mérite une place dans le top 6. Hein, ouais, mais c'est un gars qui est sur le courant alternatif. On ne le voit pas toujours. Je l'aime beaucoup, mais c'est un gars qui reste beaucoup en périphérie, qui se contente des fois de gérer le truc, de faire des délais, etc. Odette, est-ce qu'il n'a pas besoin de cette stabilité pour performer? J'ai l'impression qu'il est beaucoup bousculé. Il cherche énormément. Alors, qu'est-ce qu'il réfléchit? On commence à lui casser du sucre sur le dos. Moi, je veux dire, il est un petit gabarit. Il patine, mais il n'est pas hyper rapide. Donc, il doit compenser par son sens du jeu. Si tu veux que Odette te rende service, il faut que tu exploites son sens du jeu. Parce qu'il a un bon sens du jeu. On s'entend, là, il est malin avec la rondelle. Le problème, c'est qu'il n'a pas la rondelle. Quand tu joues avec Odette, il faut que tu lui donnes le puck. Si lui, il a un rôle sans la rondelle, il est très ordinaire. Il est petit gabarit. C'est un très bon créateur. Mais oui, mais un créateur... Et il peut sublimer ses... Tu peux pas créer si tu n'as pas la rondelle. Donc, moi, je l'ai regardé dans les matchs amicaux. Je le voyais à Yverdon, je m'en souviens encore. Je le voyais tourner avec sa canne sur la glace. Puis il y avait des chiffres, il ne touchait pas au puck, il retournait au banc, il hochait la tête. Il ne me voyait pas. Donc, il faut que tu le mettes avec des gars. Il ne va pas rendre... Il faut que tu le mettes avec des bons joueurs, puis il faut que tu lui donnes la rondelle. C'est lui qui doit transporter. Comme Fuchs. Fuchs, c'est la même chose. Il faut qu'il ait du temps de possession. Sans la rondelle, c'est pas des Jacob Delarose, on s'entend. C'est pas ces joueurs qui arrivent à se placer puis à être décisifs. C'est ça. C'est pas des snipers, c'est des gars qui ont besoin d'aller dans l'espace libre, de gagner du temps, d'attendre les autres, de faire des délais à l'entrée-zone. Mais je trouve que Odette, pauvre lui, je fais pas pitié, mais j'entends, il n'est pas exploité. C'est sûr. Parce qu'il n'est pas entouré ou simplement les joueurs, ils donnent. Moi, je fais le message, je vais le mettre 2 alliés, puis je dis donnez-y le puck, les gars, puis allez vous placer. Donc, ça prend deux snipers avec lui. Il y a quelque chose qui revient du chat aussi, hein, Stéphane, que je vais utiliser. Il y a 2 choses qui ne vont pas, mais les 2 se recoupent. C'est le powerplay du Lausanne Hockey Club. C'est 1/6 contre Fribourg, qui lui a offert quand même pas mal de pénalités dans ce match, de la discipline. Ouais. Puis cette discipline, elle est aussi lausannoise depuis le début de la saison, donc on passe aussi beaucoup de temps à l'inverse, en infériorité numérique, et tout ça n'est pas bon pour l'instant. Tes 3/4e blocs qui prennent beaucoup trop de pénalités. Je veux dire, Allemand est pénalisé souvent, Cannins essaie de pénaliser, j'ai pas de tout en tête, mais je veux dire, tes 3/4e blocs, ils doivent te tenir le fort. S'ils dominent, puis s'ils prennent le dessus sur l'adversaire, c'est tant mieux. Mais si, quand ils vont sur la glace, ils te font jouer en boxe après, ça veut dire que eux, ils sont sur la glace. OK, ils font leur chiffre, ils chopent un 2 minutes. Ça veut dire que tes meilleurs joueurs doivent attendre 2 minutes, voire 3 minutes avant de rembarquer puis de créer de l'attaque. C'est difficile, là. Tu sais, il y a le 2 minutes que tu tues, tu vas dire, j'ai passé au travers, on a un bon box play. Fine. Mais là, après, ça prend 1 ou 2 chiffres avant de te remettre en place. Et puis, pendant ce temps-là, tes meilleurs joueurs, si tu les utilises dans une tâche défensive où ils risquent de se blesser, où ils ne peuvent pas vraiment aller marquer de but, etc. C'est hyper conséquent, mine de rien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit corriger. Toi, tu perds 1-0 contre Cloton, tu fais 0/3 ce soir-là. Contre Ajoie, j'ai regardé, c'est 0/1. Donc Ajoie n'a pas laissé beaucoup de temps en powerplay non plus pour le Lausanne Hockey Club dans cette rencontre. 1/6 contre Fribourg, c'est quand même des belles occasions manquées, et c'est des fois parce que là, soit Lausanne gagne d'un but, soit ils perdent d'un but ces derniers matchs. Et puis ce but-là, soit il est concédé en box-play, soit il n'est pas marqué en power-play. C'est un remake de la saison passée. Et là, pour l'instant, avec Ward, OK, il change on voit qu'il essaye des trucs, mais il n'y a pas de changement au niveau de la glace. Peut-être que vous allez dire en coulisses, ça va mieux. Ça, on ne sait pas. Hein. Ça, c'est toujours des bruits. Ça a toujours été des bruits, etc. Ça parle moins. Ça parle moins. Ça ne veut pas dire que... Mais évidemment, parce que là, les moves qu'on a fait, c'est justement pour que ça aille mieux. Donc, finalement, si ça ne va pas, tout le monde va se taire maintenant. Personne n'arrêtera d'en parler parce que tout le monde aura... Hein, il y avait des gens qui ont crié, on en a appelé à cette décision-là. Là, vous l'avez eu, la décision. Svoboda, il est loin. Le peuple l'appelait, puis les médias l'appelaient. Puis... OK. Mais maintenant, so fine. OK, peut-être ça va mieux en coulisses, mais les coulisses, quelque part, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est des résultats sur la glace. Les gens n'allaient pas avoir joué Svoboda ou n'allaient pas avoir joué les coulisses du Lausanne Hockey Club. Ça, c'est des histoires annexes. Mais là, sur la glace, il n'y a pas de changement évident. C'est toujours depuis une année et demie les mêmes soucis. Stéphane, tout semble fébrile, que ce soit au poste de gardien de but où Tobias Stéphane n'a pas eu du tout le début de saison escompté. On a donc dû donner beaucoup plus de temps de jeu à Pounenovs. Il joue bien. Ouais. Pas grand-chose à lui redire, mais il peut se blesser. Il s'est blessé. Östlund est arrivé aussi. On n'a pas fait confiance à
à Stéphane. Stéphane blessé, va revenir, je crois, recommence l'entraînement depuis ce matin. En défense, beaucoup de blessés. Tes attaquants, soit ils se cherchent la confiance, soit ils sont balancés d'une ligne à l'autre. Ça revient au même mot, c'est la stabilité. L'année passée, le mot de John Foos, rappelle-toi ce que c'était? Ouais. C'était la constance. Cette année, c'est la stabilité. C'est ça. Mais on parle des blessures de Lausanne Hockey Club. Je suis désolé, mais on n'a pas... Moi, je pense que la perte de Glauser était énorme. Personne n'en parle. Mais tu perds Glauser, c'est un gars qui te bouffait 22, 23, 24, 25 minutes. C'était probablement le défenseur le plus utilisé par John Foos. T'as Elner. C'est pas un chef-d'œuvre, on s'entend, mais il bouffait des grosses minutes. C'est des gars qui sont assez physiques, 2 défenseurs droitiers. Tu perds ces 2 gars-là. Là, tu as Gernat qui a été aussi blessé un petit moment, qui était suspendu. Genadzi qui était en dedans. Genadzi. Donc, il y a eu des matchs où on avait Sidler, comme le jeune aussi, le numéro 4, là, Holdener. Sidler, je l'aime bien. Sidler, je l'aime bien. Il est très bon avec la rondelle. Mais sans la rondelle, c'est compliqué pour lui. On s'entend? Alors, faut mettre ça dans la balance aussi. Lausanne a une des meilleures brigades défensives de la Ligue. Je pense, je persiste et je signe. Mais quand il t'en manque 3 puis 4, là, c'est plus la meilleure brigade défensive de la ligne. Quand tu as Marty qui est dans un rôle de top 4, c'est pas son rôle. Il n'est pas là. Hein? Tu as Holdener. Là, tu donnes, évidemment, personne. Les gars ne sont pas dans la bonne chaise à ce moment-là. Et là, quand Glauser sera de retour, quand la brigade défensive au complet, je pense que ça va quand même aller un petit peu mieux à ce niveau-là. Attention à que le réveil ne soit pas trop tardif. Ils l'ont vu l'année dernière. Hein. La fin de saison était sublime du LHC, mais il avait manqué un brin quelque chose. On va revenir sur une question de Claude Lavanchy qui nous avait été posée avant l'émission. Hein. Ils peuvent aussi, nos abonnés, nous interpeller avant. La question est très intéressante. Le PSO, et on parle du cas de l'expulsion de la rencontre de Martin Gernat à Ajoie pour un coup au visage de Boson. Le PSO avait estimé ne pas devoir sanctionner le défenseur Gernat après sa faute. On peut donc se demander à quoi sert le PSO, vu que dans le processus mis en place par la Ligue pour sanctionner les joueurs, c'est finalement le juge unique qui décide. Stéphane, alors d'abord, un mot sur la faute de Gernat. On a vu qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Et répondra à Claude. Bon, moi je l'ai dit en studio, la faute de Gernat, c'est une charge contre la tête, 5 plus méconduite pour le match. Sur le match, je n'ai aucun problème avec ça. Il le chope directement contre la figure. Par contre, une suspension, je ne partage pas du tout cet avis-là parce que je pense que Boson arrive en extension, il a la tête en bas. Gernat n'extensionne, il n'y a pas de coude, il n'extensionne pas le haut du corps. Les 2 patins restent en contact, il va se contre pas, il bloque. Ce qui fait Gernat, c'est juste, OK, il fait son job. Pas de chance, le gars est tombé, et puis pas est tombé, mais était bas, et il le chope contre le visage. 5 match, mais ça doit en arrêter. Je ne comprends pas qu'il y ait une suspension. Alors, mon opinion... Parce que je crois que la sanction n'est pas encore tombée. Avant une autre. Avant le début de ce live, on n'avait rien. L'information comme quoi le PSO a recommandé qu'il n'y ait pas de suspension, moi, si c'est ça, je suis d'accord avec eux. Simplement, l'information n'est pas sortie encore officiellement. Le rapport n'a pas été rendu public. C'est une information qui est sortie sur un site Internet qui, je soupçonne, parce que le club reçoit le rapport du PSO. Donc, je pense que le club a dit à quelqu'un, le juge unique a dit qu'il y avait un rapport de suspension. Donc, je pense que l'information vient de là. Et pour répondre à la question, c'est notre système qui est fait comme ça. C'est que le PSO, ce sont des conseillers. Eux, ils font un rapport. Nous, on conseille ça. Bien sûr. Après, le juge on est des gens du métier et voilà ce que l'on... C'est Ryan Garner, un ancien joueur qui n'a jamais arbitré. Et puis, c'est essentiellement lui qui établit les rapports, sauf que s'il est absent, il y a un autre remplaçant. Et puis, il fait une recommandation. Et le juge, lui, peut dire, c'est de la merde, je le prends ou je le prends pas, j'écoute ou j'écoute pas. C'est une opinion. Ça a peut-être la même valeur que l'opinion de sa femme, de son fils ou de son voisin. Non, mais on ne le sait pas. Non, mais... Non, quand même. Oui, mais le juge unique, c'est... un peu polémique, Stéphane, là. Non, mais au cours des années, quand il y avait M. Steinman, je sais comment il travaillait. Je peux vous dire que je ne suis pas loin de la vérité tout le temps. Ça fait quand même un petit peu Parce peur. que moi, comme arbitre professionnel... Quelle est l'entité et la valeur du Des PSO, fois, il nous demandait notre avis, des fois pas. Mais c'est un homme comme tout le monde qui, en fait, à la fin, c'est son jugement à lui. Le PSO, ultimement, il ne sert à rien parce qu'il peut suivre ou pas suivre. Ça peut l'aider, l'aiguiller ou le conforter, mais il peut être en total désaccord. Il y a 2 ans sur le plateau, je pense qu'il fait 2 ans de ça, on avait sorti les 20 dernières décisions du juge unique de la saison. Et sur les 20, il y en avait la moitié que le juge unique avait suivi les recommandations du PSO ou adapté un peu. Et la moitié... il était allé à l'encontre. Donc, pile ou face, tac, etc. La question est, est-ce qu'il vaut la peine d'investir de l'argent là-dedans, ultimement? Je crois pas, parce que de toute façon, c'est lui qui décide à la fin.
Donc, oui, c'est nul comme système, je suis désolé. Mais c'est comme ça, c'est les clubs qui le mettent en place. Je peux comprendre les fans quand ça concerne leur club, leurs joueurs, qu'on n'ait pas une compréhension. Quand c'est un joueur de Zurich, si on est fan du Lausanne Hockey Club, on s'en soucie moins. C'est ça. Finalement. Quand ça touche notre équipe, le système est comme ça. On a voulu prendre des PSO qui étaient externes à ça, qui sont au Canada, qui ne sont pas impliqués dans les clubs. Gardner a joué à gauche, à droite, mais qui ne sont pas forcément impliqués émotionnellement, qui vont... Puis pas leur voisin qui est fan de Lausanne ou de Genève qui va dire ouais. On a voulu avoir des gens externes pour avoir un regard externe. Mais le juge, c'est un gars qui vit en Suisse, qui lit les journaux, qui regarde la télé, qui écoute les commentaires à gauche, à droite. Et c'est un humain. Et franchement, si ça donne quelque chose, je ne suis pas convaincu, étant donné que le juge unique, à la fin, c'est lui qui décide. Donc, arrêtez ces PSO, de payer tant d'argent, puis de toute façon, c'est lui qui décide. Bon, Stéphane, on conclut la partie sur Lausanne en disant qu'ils n'ont qu'un point de retard sur le top 10. Maintenant, ils en ont 9 de retard sur le top 6, qui est synonyme de qualification directe. Ce n'est pas encore alarmant. Mais il va falloir commencer à convaincre sur la glace et à mettre des victoires en vert un petit peu au niveau du compteur pour lancer cette machine et trouver cette stabilité de Lausanne. Ouais. Encore une fois, c'est la même situation qu'à Joie. À Joie, c'est pour atteindre, pour se sauver les fesses, là, finir 11 ou 12. Et Lausanne, là, il faut qu'ils rattrapent 2, 3, 4, 5 équipes. Là. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'eux, il faut qu'ils collent une série de victoires impressionnantes. Ce qu'ils ont réussi à faire à un moment donné à partir du mois de janvier l'année passée. C'était une équipe transformée. Et si on réussit à coller, à aligner les victoires, et si Ward réussit à mettre sa patte sur cette équipe-là, à trouver une solution intéressante avec les moyens qu'il a, parce que tu ne peux pas changer l'équipe drastiquement. Il y a des limites à gauche, à droite. Il y a des trucs plus, il y a des plus et des moins. Et s'il réussit à trouver ce que John n'a pas réussi à faire finalement dans ce début de saison, peut-être qu'on pourra aligner les victoires puis s'approcher, mais ça va être compliqué. Parce que là, il faut que il n'a pas eu beaucoup de temps, les matchs s'enchaînent aussi, il doit faire ses alignements entre les blessés et tout. C'est vrai qu'il donne l'impression, comme le dit, je crois, dans le chat Sébastien Staub, qu'il n'a pas encore l'impression d'avoir vraiment trouvé ses lignes. Mais eh bien, le Lausanne Hockey Club va avoir encore des matchs à jouer et du boulot sur la planche. Ce qu'il faut aller chercher à Lausanne, c'est des émotions. J'ai le sentiment, et c'est un sentiment personnel, quand je vois jouer Lausanne, qu'il manque cruellement d'émotion dans leur match. On n'arrive pas à mettre le feu dans le match. On est toujours sur le fil du rasoir. Ouais, on a une bonne séquence, ça va bien. Tout à coup, de bons chiffres, une bonne période. Tout à coup, on s'éteint au deuxième tiers. Il y a tout à coup un événement qui a un grain de sable, puis tout à coup, la machine s'enraye, puis tu sais pas ce qui se passe. Tout à coup, ils se mettent à cafouiller. On serre la canne sur le power play, on se met trop de pression. Ça manque de... Allez, évidemment, quand tu n'as pas de résultat, c'est compliqué, mais ça manque de mordant, ça manque d'émotion, ça va enflammer quelque chose. Il y a le spirit, le truc qui ne s'explique pas, là. Qui vient des le feu, là. Le feu sacré. C'est ça, le feu n'est pas allumé à Lausanne. J'ai l'impression que tout le monde est là, puis tout le monde se regarde, puis tu peux pas y aller toi, puis encore une fois, les leaders. Qui va allumer ce feu? Qui va aller couper le bois, puis souffler sur le feu pour que ça prenne? Qui? On verra cette semaine si Lausanne arrive un petit peu à raviver sa flamme. Et en parlant de flamme, on peut passer aux Dragons. Bon, la transition, elle est superbe, Stéphane, merci. Avec des Dragons qui vont mieux depuis la reprise après la pause IIHF, c'est 4 succès de rang. Non, là au milieu, il n'y a eu que ce couac de l'élimination en Champions Hockey League. Et on met ça de côté. Le week-end est très bon pour Fribourg-Gotteron, Stéphane, qui est revenu à des principes solides et ce qu'il sait faire très bien, c'est-à-dire être compact, bien organisé, avec un gardien qui concède peu de buts, en tout cas vendredi. Il en a concédé 3 ensuite contre Lausanne, mais il y a eu victoire au bout. Ces 2 succès qui continuent de mettre Fribourg, on va dire, à l'endroit où le club s'imaginait être sur le podium. C'est clair. Écoute, c'est des victoires rassurantes. On ne savait pas trop après la pause sur quel côté ça avait tourné. Est-ce que tout à coup, il allait partir sur une série de victoires ou tout à coup, là, vraiment, ça a bien tourné. En Champions League, ça n'a pas été tout à fait ça, mais comme Christian Dubé nous a dit, il s'en fout. Tout le monde s'en fout. Hein? Il a dit que lui, il s'en fout pas. Lui, non, mais les joueurs s'en foutent, tout le monde s'en fout, etc. Il l'a dénoncé, on pourra en parler après. Mais oui, Fribourg, je trouve,
ce que je trouve que Fribourg n'est pas excitant à voir jouer. Fribourg, l'année passée, était une équipe excitante, qui trouvait des solutions, qui marquait des gros buts, qui créait des revirements. Et je trouve que cette année, ça manque cruellement d'émotion aussi. Mais les résultats sont là. Ils sont efficaces. Après, le résultat... Ça s'est cherché un petit peu en début de saison, mais depuis quelques matchs, là, ça fait même 4 victoires de suite depuis la pause. C'est 2 du week-end, 2 avant. On gagne sans faire la folie sur la glace, mais on gagne. Donc, on gagne des scores de football, des matchs de football. Ouais, c'est en hommage à la Coupe du Monde. Non, mais l'identité de Fribourg, quand on pense à Fribourg, on pense à attaque explosive. On pense à... On a été chercher des étrangers, pas de la Rose, mais les autres, des gros noms. On pense à Gunderson qui est offensif. On a été chercher Diaz qui est offensif. On parle d'Ernest, Motet, Marchand qui a marqué 20 buts. Tout le monde dit l'identité de Fribourg, c'est quoi? C'est marquer des buts, être efficace sur le power play. Mais c'est pas ça qu'on voit. On voit des étrangers qui ont de la peine à fonctionner offensivement. On voit du mieux, mais c'est pas encore ça. Et les succès de Fribourg viennent d'éléments qui ne sont pas forcément leur identité, qui sont pas forcément l'identité. Bien organisé défensivement. Je vois pas la bonne relance que je voyais l'année passée aussi rapide que ce qu'on voit à Bienne, par exemple. On est très prudent. On s'appuie sur normalement, on s'appuyait sur Berra. Puis là, finalement, on pensait que ce serait la cata avec Hughes. Puis le gars est probablement le meilleur gardien de la ligne dans les 2 derniers mois. Donc là, Fribourg fait des points, mais pas dans l'identité ou dans le style qu'on pensait. Est-ce qu'on n'est pas allé... C'est étonnant. Pour moi, c'est une grande surprise, ça. Est-ce que c'est parce que, finalement, Dubé a préparé durant l'été aussi, en signant Delarose, Vaino, qui ont des vocations très défensives, tout en laissant quelques fines gâchettes. Il a toujours ses joueurs suisses, Sprunger, Motet, Schmidt, Marchand qui peuvent marquer. Ça devait être donné à Koukanen, Ils sont tous en dessous. Sorensen. Ils ont tous des moins bonnes stats l'année passée, les gars. Mais est-ce qu'on n'est pas revenu à un style plus compact pour préparer quelque chose? Parce qu'on connaît aussi les valeurs de Fribourg-Gotteron et on sait que le top 6, c'est pas garanti avant la saison. Regardez, il y a plusieurs couacs, mais de se retrouver quand même dans le bon wagon, Fribourg... Après, c'est le résultat qui compte. La façon, moi, je vous dis que je suis étonné de la façon, mais le résultat est louable. C'est pas ça que je dis. Moi, je suis d'accord que dans 10 ans, si Fribourg fait le titre cette année en ayant marqué que 3 buts à l'offensif et en ayant concédé 1,5, personne ne s'en souviendra. Peu importe la façon. Mais on s'amuse peut-être un peu moins à la BCF. C'est une saison moins excitante l'année passée, mais les résultats sont là, sont probants. Ils réussissent à gagner des matchs. Et ça, c'est assez rassurant pour un coach. Et ça regarde bien pour un coach. Et là, pour ça, Christian Dubé doit dire, regardez, c'est mon système de jeu, etc. Quand tu gagnes 6-5... Mais je pense qu'il aurait quand même envie de passer des soirées un petit peu plus tranquilles avec 3 buts d'écart. Oui, clairement. Mais là, la production offensive, les joueurs suisses, Motet, Marchand, etc., ont des responsabilités différentes. Sandro Schmidt aussi. Parce qu'on a fait de la place à 2 étrangers aussi devant qui sont... On n'a pas remplacé Di Domenico. Est-ce qu'on peut le dire clairement? Là, l'étincelle Di Domenico n'a pas été remplacé clairement. Rask et Sorensen, on va leur donner du temps. Mais là, je pense que Dubé a hâte de leur dire, là, les gars, c'est mini moins une. Là. Parce que Sorensen, oui, 3 poteaux vendredi, etc. Mais je le regarde jouer Sorensen, encore une fois, puis c'est bon. Je trouve qu'il n'est pas si explosif que ça au patinage. Et puis, il y a des trucs dans son jeu qui me dérangent un peu. Est-ce qu'il va être flamboyant dans notre championnat? Peut-être, mais pour l'instant, je ne vois pas ce côté flamboyant. Puis Rask non plus. Peut-être leur donner plus de temps pour s'ajuster. On parle beaucoup des lignes. Hein, mais quand on les sort de l'alignement, dernière parenthèse, des lignes, justement... J'y viens. C'est la question, Stéphane. C'est finalement comment faire pour bien faire avec ces lignes et ces changements. Ces étrangers que tu dois mettre sur la glace. Mais quand tu fais un tournus, là, parce que là, on nous a vendu que Vainio n'a pas joué samedi. Vainio est sorti de l'alignement parce qu'il va faire un tournus. Ça fait piccolo. Hein. Ça fait mosquito au top, là, 8-15 élites ou 13 élites. Là. Excuse-moi, là, mais tu peux pas... Ça fait... Moi, ce que j'entends un peu, ou ce que c'est qu'il y a un... Évidemment, quand tu fais un tournus comme ça amène du mécontentement. Kaukonen n'est pas venu ici pour être surnuméraire. Il est venu ici pour retourner à la NHL, pour brûler la ligue. Quand tu le mets dans les gradins, le gars n'est pas content. Rask, il arrive de la NHL, puis tu le mets dans les gradins, le gars, il te regarde, il dit « Coach, c'est sérieux, là, moi, je joue à NHL, j'arrive ici, puis ouais, mais la réalité, on a... » Donc, il y a des questions qui se soulèvent, puis ils disent... je peux comprendre Dubé. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un certain mécontentement à l'interne en disant « Mais pourquoi Desharnais, lui, il sort jamais du line-up? » C'est le seul qui est peut-être stable dans ses performances. Il gagne ses engagements, il fait ses points,
et que les autres Mais n'arrivent pas encore à donner satisfaction à coach Dubé. Dubé fait du coaching dans le coaching. Il Et si prépare t'es ses sort lignes, tout le temps aussi, ça il marche fait pas. beaucoup de changements entre chaque match, mais Ouais. il fait des changements en plein match aussi. Et je crois qu'il y a certains joueurs qui n'étaient pas prêts à ça non plus. Non, puis Delarose qui est rendu à l'aile, on l'avait vendu comme un centre, two-way, responsable, peut jouer contre les grosses lignes. Là, tout à coup, on le met à l'aile. On le remet au centre parce qu'on dit que Sandro Schmidt, c'est mieux au centre. Mais les étrangers, là, moi, je sais pas, je regarde écoutez, on parle du détail parce que c'est une équipe qui va bien. Mais les étrangers, je sens pas que Kaukonen, Sorensen et Rask sont très heureux actuellement. Mais moi, je trouve que les c'est gars sont pas venus ici pour passer leur tour. Ils arrivent, ils sont pas venus ici pour ça. On est d'accord, ils veulent repartir. Mais c'est difficile parce que tu as toujours le point de comparaison avec Di Domenico, en fait. Et puis lui, c'était la bougie d'allumage. C'était celui qui arrivait à mettre des émotions quand il n'y en avait pas, qui arrivait avec son coup de patin et sa rage de tourner un match. Et on ramène toujours ça. Oui, parce que Di Domenico, il met le feu à la baraque, il le fait faut s'avouer qu'on n'a pas un Christopher Di Domenico dans le caractère des étrangers qui ont été engagés. Qui donne le show. Donc les spectateurs doivent aussi s'attendre à qu'il y ait moins de spectacles à la BCF Arena et dans les matchs de Fribourg-Gotteron en général, pour essayer de gérer plus la performance globale. C'est ça. Après, les résultats sont là. Là, on fignole, parce que les résultats sont là, l'équipe trouve le moyen de gagner. Elle trouvait le moyen de gagner l'année passée par l'étincelle à l'attaque. Là, elle trouve le moyen de gagner par une défensive solide, qui n'est pas forcément son point fort sur le papier avec le deuxième gardien. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est étonnant. Mais moi, je pense qu'il manque de stabilité dans ses lignes et je sens qu'il y a quand même un petit peu de... Tu sais, c'est étranger, ça a amené pas mal de mécontentement au niveau des joueurs suisses dans à peu près toutes les équipes. Fribourg ne fait pas exception. Des rôles différents. Moins de temps power play. Quand je vois Kylian Motet qui n'est pas sur le premier 5 contre 3, tu dis attends, Kylian, voilà. Et puis les étrangers qui disent Kaukonen, tu vas dans le gradin, Rask, tu vas dans le gradin. Il y a des affinités aussi entre les nationalités, de la Rose aussi, les Suédois, machin, tant Canadien qui est à... Tu vois, dans le chat, on discute un petit peu de tout ça. Ça bouge beaucoup. Stéphane, je prends quelques exemples. Fabrice de Gobet qui nous dit que Kaukonen n'a pas vraiment le niveau de la NHL, que des Ernay et Gunderson sont indéboulonnables. Fabien nous dit aussi que des Ernay et Gunderson sont les plus constants, puis que c'est peut-être pour ça qu'on ne touche pas à eux ou qu'on touche que très peu à eux. Le pipi est moins bon aussi. Mais est-ce que les autres étrangers perçoivent ça comme ça? On n'est pas à l'interne du vestiaire. Moi, je suis convaincu par Desharnais aussi. J'aime beaucoup Desharnais. Je veux dire, c'est un grand copain de beaucoup d'affinités avec Christian Dubé. C'est deux Québécois d'origine, deux gars qui s'entendent bien, etc. Puis tu as 3-4 Suédois là, qui sont là, puis qui disent là, nous 2-3 Suédois, puis qui disent là, nous. Évidemment, quand il y a du mécontentement, et là, l'équipe gagne. Donc les gars, ils ne trouvent pas d'oreille attentive. Et si Fribourg a un peu moins de succès, là, tu vas voir les gars commencer à dire ouais, mais là, tu vois, il a sorti un, sorti l'autre. Là, tout le monde peut. Les gars, ils ont un truc à faire, c'est se taire. Très peu de buts. On a vu une question il y a quelques instants dire que finalement, comme Conorius est excellent, que Jeffrey Meyer a eu du temps de jeu ce week-end, il a joué samedi bien défendu, contre Lausanne, il a bien tenu. Qui doit être le deuxième gardien? Parce qu'on a entendu que Conorius commençait à susciter un petit peu de l'intérêt ailleurs. Est-ce que toi, si tu étais l'agent de Conorius, tu le ferais partir peut-être du côté de Langnau, par exemple, comme c'est une des rumeurs hasard. Au hasard. Au hasard, comme ça. Au hasard, et puis que tu ferais confiance en numéro 2 à Jeffrey Meyer. Est-ce que ça pourrait être ça? Ou est-ce que tu dis, je re-signe Conorius parce qu'on ne sait pas comment Berra va revenir? On sait aussi qu'après les problèmes de dos de Reto Berra, il ne pourra pas avaler autant de matchs à l'avenir. Il reste quoi, une année encore? Il reste une année de contrat, Berra, l'année prochaine, je pense. C'est tout, Je pense que ça finit l'année prochaine. Berra, moi, je pense que Berra, en tout cas, tu ne gardes pas à ce prix-là, ça c'est certain. Berra arrive en bout de course, un peu comme Tabias. Mais entre les deux jeunes, là. Moi, si Hughes veut rester, moi, je pense que l'agent Hughes a déjà dit à Dubé, écoute, on a des offres ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je pense que si Hughes veut rester, moi, je le garde. Probablement que tu dois le payer. Plus que Jeffrey Meyer, donc. Oui, actuellement. En lui promettant à Connor une évaluation salariale, plus du temps de jeu qu'il n'avait pas vraiment ces dernières années. Je ne suis pas sûr que tu peux y promettre du temps de jeu. C'est là-dessus que je pense qu'il va vouloir avoir des garanties. Mais là, Connor Hughes, il est en train de montrer qu'il a le niveau de cette ligue-là. Est-ce que c'est un premier gardien toute une saison? Un hirondelle ne fait pas le printemps, mais il montre quand même de la solidité. Puis que David Ebichère a travaillé avec lui. Il faut rendre crédit à David Ebichère qui a pris ce gars-là qui était un peu tout croche quand ils sont allés le chercher. Et puis, il en a fait un gardien solide. Donc, peut-être que David Ebichère a dit, moi, j'aimerais bien le garder. Là. Je veux continuer à travailler avec lui. Puis je pense que je peux l'amener là parce qu'il n'est pas vieux.
Moi, je le garde, Connor Hughes. Après, ça dépend à quel prix. C'est pas le parce gars, que s'il tu dit, vas à moi, je veux jouer Langnau. 20 matchs. C'est parce que tu vas à Langnau que tu es numéro 1. Il y a un certain C'est ça. Boltzhauser aussi qui C'est est ça. arrivé à Langnau C'est pour ça. jouer ce C'est rôle. ça. Et puis, on a beau, dans les discours, pour te charmer et te faire venir, te jouer du violon et te faire le discours Après, qu'on à la veut. fin de la journée, Il sait c'est ce qu'il a à Fribourg et il sait ce qu'il va peut-être C'est avoir. Donc, de rester, si proposition correcte et entente entre les deux voix, paraît moi, peut-être la j'aime solution bien la le plus, duo. Si t'as Berra qui revient à un niveau correct, puis t'as Hughes derrière qu'on sait qu'il peut assurer le fort, Surtout qu'on a bien changé de point de vue avec Connor Hughes depuis 2 mois. ben, tu reviens l'année prochaine avec une saine compétition, puis Connor Hughes qui peut jouer, tu donnes plus de back-à-back à Berra. Tu donnes plus 3 matchs par semaine en gardien. Peut-être que tu as un Berra qui peut en jouer 30, puis l'autre qui peut en jouer 20 et quelques. Puis là, tu sais que tu as vraiment un backup solide. Moi, je pense que ça vaut peut-être la peine d'investir quelques 200-300 000 de plus pour garder Hughes. Et puis, tu lui donnes une année plus une option. Puis, il faut assurer l'après-Berra. Ils disent Bon, qu'il après faut ça, avec les faire étrangers, revenir c'est Weber. C'est ce que dit Gaëtan Grossrider. Ben oui, évidemment, c'est le petit Ça, gars. c'est le- Oui, Des oui. liens faciles, on va dire. Mais il est parti. Je voudrais remarquer que Weber est parti sous l'ère du B. Est-ce qu'il a envie de revenir sous l'ère du B? Parce que pas me demander à Glauser s'il a envie de retourner à Fribourg. Tu sais, je veux dire, à Fribourg, il y a des gars qui sont partis fâchés de Fribourg. Hein, mais c'est comme ça partout. Dubé est arrivé, puis ça n'a pas marché avec David Abicher. Ça n'a pas marché avec Glauser. Ça n'a pas marché avec... Voilà, donc après, les gars, est-ce que tu veux revenir quand t'es parti parce que ça n'allait pas avec le nouveau staff? Est-ce que tu as envie de revenir avec le nouveau staff? Combien d'argent ça te prend pour revenir avec le nouveau staff? Moi, je trouve que Weber à Fribourg, ça serait une super histoire. Mais après, à quel prix? Et puis Weber était malheureux à Zurich. Peut-être qu'il va revenir pour pas grand-chose. Après, tu as l'histoire des gardiens étrangers qui rentrent en ligne de compte. C'est ça. Mais il y a Richard Ruffieux qui a aussi été attentif au studio de MySports de nos collègues alémaniques, vu que Reto Berra était l'invité et que ça a certainement dû l'intéresser à voir ce qu'il disait. Il dit que Berra va bien, que sa rééducation se passe bien et puis qu'il revient très fort. Mais on sait que c'est grave problème de dos. Je crois qu'on en a tous eu un petit peu. Quand ça vient comme ça, tu peux très bien te sentir pendant 2 semaines et puis penser que ta rééducation va être avancée, et puis il suffit d'un mauvais mouvement pour repartir finalement à zéro. Donc il faut être prudent avec Reto Berra aussi. Tout, c'est un gardien qui est lourd, qui est grand, etc. Donc il a l'usure du temps. Les meilleures années de Berra, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir des bonnes séquences et tout, mais les meilleures années de Berra sont derrière lui. Il faut s'en rendre compte, et Berra ne vaut plus les 840 000 qu'il touche. Clairement pas. De toute façon, il n'y a plus un gardien suisse qui va toucher un salaire comme ça. C'est fini cette histoire-là, mais 840 000, je n'ai pas vu le contrat, mais c'est ce que tout le monde dit. En tout cas, il avait bien négocié son contrat, tant mieux pour lui. Mais Berra, après, tu peux le garder, mais à quel prix, dans quelles conditions, est-ce qu'il veut rester? Voilà. Mais Berra, je pense que ses bonnes années sont derrière lui. Donc, Dubé doit penser à l'après-Berra gentiment, puis ça commence maintenant avec la reconduction de Hughes ou non. Mais ça sera un vaste chantier, et ce n'est pas la seule, finalement, décision que Christian Dubé va devoir faire ces prochaines semaines. C'est son job. On va passer à un club qui est actuellement 2e de la hiérarchie de National League. On vous parle bien sûr du HC Bienne. HC Bienne qui, après 4 défaites, Stéphane, où on pensait que le jeu des montagnes russes était reparti, il y avait eu 10 victoires avant, 4 défaites, il n'y avait rien d'alarmant dans ces défaites, mais quand même un peu moins de passion et de ferveur dans le jeu des Zélandais. On est revenu à des principes très, on va dire, faciles quand on perd, c'est-à-dire défendre, tenir un match le plus solide défensif, s'appuyer sur son gardien. Et je crois que le week-end de Bienne en est le parfait exemple. Victoire 2-0 à Ambry vendredi, victoire 4-0 dans le derby contre Ajoie samedi, 6 buts marqués, 0 encaissés, 6 points pris. Le soleil a effacé le brouillard sur le lac de Bienne. Tout à coup, même quand il y a du brouillard à Bienne, il fait soleil. J'ai toujours dit. Voilà, donc on est dans une espèce de trend positif à Bienne. Voilà, ça vient aussi du coach, l'ambiance autour du club et tout. Mais j'aime beaucoup ce que je vois de Bienne. Je trouve que Bienne, c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'instinct, beaucoup de talent, beaucoup sur sa prise de décision. C'est une équipe qui est rafraîchissante et sympa à regarder jouer. J'ai beaucoup aimé. C'est une équipe qui a une excellente relance. Moi, quand tu me dis qu'on a resserré les boulons en défense, etc., je veux bien, là, les résultats parlent de ça, mais j'ai pas vu ça, moi. Je trouve qu'on a juste joué... Oui, ils ont été solides défensivement, mais on se cantonne pas en défense du côté de Bienne. Alors, on ne se cantonne pas en défense, mais je crois qu'on a eu cette demi-seconde de réflexion supplémentaire
au moment de faire une relance risquée, de se dire on va peut-être la faire le long de la bande, bande, on va solliciter une passe défenseur-défenseur que de choisir de mettre beaucoup de verticalité. Et ça a marché contre Ambry parce qu'Ambry a fait un très bon match, mais Seteri a fait des superbes arrêts aussi et a un peu dégoûté la formation tessinoise. Et contre Ajoie, à l'inverse, Olofsson a marqué très vite et ça a grandement aidé aussi bien parce qu'ils n'étaient pas dans leur meilleur soir contre Ajoie. Mais ils ont fait le job en gagnant 4-0. Ils font passer à Fribourg l'année passée. Ils trouvent toujours le moyen de gagner. Ils font mal à l'autre équipe avec le power play, une étincelle, un super tir de Rayala qui connaît une saison coup-ci en passant. Hein. Et même en l'absence de Gaëtan Haas, ça doit coûter un petit peu, même en l'absence de Gaëtan Haas, on a réussi à redresser la barre. Il y a Offer qui fait une super saison, qui sort un peu de sa coquille. Donc, ce que j'aime beaucoup de Bien, ou de Tormainen, c'est que tous les gars qui sont arrivés à Bien, ou presque tous les gars qui sont arrivés à Bienne, on a tiré le meilleur. Soit il y a eu un upgrade, tout à coup, waouh, il est bon lui. Il y a eu que un ou deux couacs dans tout ça. Donc ça veut dire que le gars, Tormainen, ou l'équipe, ou l'ambiance, Tormainen fait un bon job, c'est qu'il tire il rend les joueurs, il tire le meilleur de ses joueurs. Ses joueurs arrivent là, puis tout à coup, tu dis, waouh, il est bon lui, il a offert, sort de sa coquille. Az a eu une saison compliquée l'année passée. Voilà, c'est un peu différent pour lui, mais tous les gars qui sont là, tout à coup, ils vont bien. Olofsson est arrivé là, il s'est adapté, il va bien. Love est arrivé, il a été heureux. Les gars re-signent. Donc, il y a quelque chose qui se passe d'intéressant à ce niveau-là. Et ça, c'est un bon indicateur de se dire, les gars arrivent là, puis ils sont à leur meilleur, ou ils deviennent meilleurs, ou on exploite leur plein potentiel. Ça, c'est des bons indices. On dit aussi qu'on a donné de la maturité à Radgeb, par exemple. Radgeb, il joue bien là-bas. Puis oui, on a donné... Il est plus autant quand il était à Fribourg... feu follet, si je peux prendre cette expression, au niveau offensif. Ouais. Mais il a vraiment des qualités défensives. Il a fait comprendre qu'il ne peut pas jouer comme ça, puis avoir du succès, etc. Puis il a dit, je vais rester à Bienne. Donc, il a été coaché un peu différemment, on a la responsabilité, il a pris de la maturité, puis le gars il dit, moi je veux quand même rester à Bienne. Donc finalement, alors que quand on le voyait à Fribourg, c'était monsieur catastrophe défensivement. Bon, il a la maturité, il a pris de l'âge, etc., même s'il n'est pas très vieux. Et évidemment, ça fait partie de ce que je disais, c'est qu'on a pris Radgeb, on a colmaté un peu ses défauts, et puis ça te coûte peut-être un petit peu plus offensivement, mais voilà. Puis il joue avec un petit peu d'émotion, même si certains soirs, là, son body language n'est pas extraordinaire, il a l'air un peu comme ça, mais il veut rester, il est content. Et puis quand il y a un joueur blessé à Bienne, au lieu de tout défaire les lignes, il prend un jeune, le 13e, puis il le met là. Il complète la ligne, où il met Delémont avec un 7e défenseur à une place là. Puis il y a une certaine stabilité dans ces lignes qui est assez intéressante. Et les joueurs déteste quand ça change tout le temps. Parce que quand tu arrives à l'entraînement du matin ou la veille d'un match, tu regardes le board, tu dis, je suis rendu sur la 3e ligne, moi je suis rendu à gauche, à droite, au centre. Mais là, c'est parce que c'est fatigant pour les joueurs. C'est ce que nous dit Sébastien Staub, c'est que le club travaille toujours dans le calme. On ne donne pas l'impression de s'exciter et tant qu'on gagne, on peut continuer cette recette gagnante finalement, de se dire c'est facile, Noah Delémont était mon 7e, il monte en première paire de défense, il joue le power play aussi, il a toute la confiance du coach, donc ça aide aussi à jouer plus libéré et tout ça. C'est quand Bienne commencerait à perdre plusieurs matchs et de commencer à serrer, parce que les Biennois c'est aussi ça, c'est la fusée qui part en début de saison. Qu'est-ce qu'on parlait? Si on réécoute l'overtime la semaine dernière avec mes collègues, c'est un peu le trou de novembre. Le trou de novembre, ils l'ont très bien terminé en fermant la porte avec ces 2 victoires de ce week-end. Donc finalement, le trou de novembre n'était pas si compliqué que ça. Il reste 2e. C'est vrai qu'ils ont tendance toujours à tourner après autour de la 6e place puis à devoir se battre dans les dernières journées pour être sûr de se qualifier pour les playoffs. L'année passée, ça a joué. Il y a 2 ans, ils avaient terminé 7e. Quand tu vois bien, là, ils sont, avec l'effectif qu'ils ont, si tu évalues ça sur le papier, ils tirent un maximum. Là. Mieux que ça, c'est comme Fribourg. Je veux dire, avec l'effectif qu'ils ont, ils tirent le maximum. Là. Ils retirent le maximum. C'est des équipes qui peuvent finir top 6, mais ce n'est pas des grosses cylindrines de notre championnat. Ils n'ont pas l'étoffe d'un Zug, ils n'ont pas l'étoffe de Genève, ils n'ont pas l'étoffe de Zurich, mais ils tirent le maximum. Puis pour revenir à ce que je disais, je pensais à Grossman tout à l'heure. Grossman qui joue du bon hockey. Grossman il s'était éteint à Zug. Reto Clé voulait leur signer à rabais. C'est une façon de dire on ne veut plus. On n'était pas du tout content de lui à la fin. Il est allé à Lausanne, n'a jamais trouvé ses marques. Toujours pas l'air très heureux avec son body language, mais c'est un body language comme ça. Donc je parle du body language, mais le garçon, il joue du bon hockey.
Ouais, Il est serein. C'est le genre de joueur sur qui tu ne peux pas mettre trop de pression. Je pense qu'à Lausanne, on a mis trop de pression sur lui. Puis à un moment donné, il a dit ça suffit, là, moi, je suis plus capable d'en prendre. Je pense que Tormainen a trouvé la façon de l'utiliser ou de le rendre serein. Mes réserves, Stéphane, c'est sur Yakovenko, que je pensais vraiment voir beaucoup plus haut. Salinen, qui a eu, on va dire, une dizaine de jours de feu, et puis qui est plus effacé. Et puis peut-être la ligne Artonais, parce qu'elle n'a quasiment pas pu beaucoup jouer cette saison, parce que Kunti a été longtemps malade, Covid long, que Kunzle a aussi été blessé, que Brunner a été blessé. Brunner fonctionne, hein, retrouve ses statistiques. Comment ça a remarqué un petit peu. Ça amène, mais les deux autres, c'est plus compliqué encore dans cette ligne. Donc c'est peut-être ces 3 joueurs que je cible qui peut-être peuvent encore apporter un step Kunti, on ne sait jamais. Mais moi, Kunti, on ne sait jamais. Il ne produit pas énormément, tu ne le vois pas trop, mais quand même solide. Ça reste quand même un joueur de centre suisse qui peut te faire le job, qui a quand même de l'expérience, qui est calme, qui est serein, qui ne va pas jouer dans la panique. C'est pas une grande vedette de notre championnat, malheureusement, mais c'est un gars qui a beaucoup de talent. Ça fait partie de ce que je disais, que c'est une équipe qui a du talent. Il a du talent, Kunti. Je sais, quand il jouait au Québec, dans la Ligue junior majeure du Québec, à Rimouski, il a été repêché quand même au début de 3e ronde. C'est un gars qui... C'était un sacré bon joueur de hockey. Puis des gars qui ont joué avec lui ou contre lui, il y a plusieurs gars qui m'ont dit hey, Steph, lui, il a du talent, il est incroyable. Mais il y a quelque chose dans son jeu, il n'y a pas assez d'émotion, c'est pas un gros leader, etc. Il est passif des fois, mais ça reste un gars qui a du talent. Il va être capable de... Comment faire? Il a son talent. Olofsson, il a du talent. Rayala, il a du talent. Radgeb, c'est un joueur talentueux. Voilà, mais ils ont ça. Ils jouent comme une équipe talentueuse. Il y a des soirs où tu dis, waouh, ils partent sur une série de défaites, ça va pas. Mais, et puis je pense que le coach, il dirige ça de main de maître. Et si vous regardez la relance, Bien est très bon. Le puck management de Bien est excellent. C'est l'une des meilleures équipes dans la ligue au niveau de la relance. Parce qu'on a confiance. On joue avec la rondelle. Le coach leur donne confiance. Il pense qu'il ne dit pas aux joueurs, là, vous ne faites pas d'erreur. Il dit aux joueurs, jouez au hockey, vous êtes capable, passez-vous le puck, exploitez votre vitesse et tout. On le voit. Je l'ai analysé samedi. Après le 2e tiers, ça fait plusieurs fois, même l'année passée, je regardais leur façon de relancer l'action. Il y a toujours des joueurs qui sont... Il y a toujours un soutien aux porteurs. Ils ont du talent. Ils ont du talent. Puis c'est une équipe comme ça. Est-ce qu'ils vont être champions suisses? Pas sûr. Ça, c'est trop tôt. Je crois que même pour répondre à la question avec Genève, c'est encore trop tôt. Ils n'ont pas passer beaucoup trop de choses à cette question. Je sais que les gens nous la posent souvent et tout ça. Il y a du pédigré, il y a de quoi faire, mais il faut encore avoir tout un processus jusqu'au mois d'avril prochain. Début de semaine en déplacement pour Bienne, à Davos demain, ensuite à Lausanne. C'est aussi des moments importants pour montrer que tu voyages bien, que tu sais gagner, que tu sais tenir le résultat derrière, mais que tu voyages bien aussi. Oui, donc c'est une semaine assez compliquée, effectivement. Mais bon, les gars, ils sont sereins. Et puis, il n'y a pas de panique, pas de péril dans la demeure. Quand même, on est sur un bon gardien. Puis là, Van Polterberg va revenir aussi à un moment donné. Ça serait Ça pourrait même être avancé de ce que l'on dit. On parlait de janvier. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire dans la chimie là, au niveau des gardiens, Sateri, etc. Parce que Sateri est premier incontestable. Pas trop de pression. Peut-être que ça lui va bien, mais peut-être quand l'autre va arriver, puis on va commencer à lui donner des matchs. Tu sais pas des fois. Hein. Le gars revient, tu dis c'est une bonne nouvelle. D'un coup, sa défaite à chimie, sa défaite... C'est des intangibles. 6 étrangers. Ouais. Peut prétendre quand Van Pottelberg revient avec un niveau qui est le sien, qui doit être correct, voire très bon aussi, il retrouve toutes ses sensations, de permettre à Martin Steinegger d'aller sur le marché pour s'assurer une fin de saison plus tranquille. Mais on n'y est pas encore. Van Pottelberg n'a toujours pas rejoué. Il est à tous les matchs, il discute avec les fans, il est sollicité par le club pour faire des petites capsules et tout ça. Ça semble très bien aller. Et puis nous, on se réjouit forcément de le revoir au jeu parce que c'est un gardien qu'on avait bien aimé. Bon, il est très bon. C'est un excellent joueur, c'est un excellent gardien. Moi, je pense que Van Polterberg est probablement un des futurs gardiens de l'équipe nationale. Allez Stéphane, on était sur le 2e du classement, le HC Bienne qu'on a décortiqué. Il ne nous reste que le leader à passer en revue. Le leader, c'est encore et toujours l'inamovible Genève Servette. Avec un week-end quand même à 2 visages, on va dire, si tu me permets de parler comme ça. Vendredi, on passe à côté. C'était à côté, c'était le match du retrait du maillot de Goran Bezina contre le CP Berne. Le match a été bien sûr riche en émotions en avant-match. Les joueurs étaient au bord de glace, voyaient ce maillot retiré. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué avec. On n'a pas réussi à rentrer dans le match. M'a dit Noah Rod à l'interview après la rencontre. Et il a aussi utilisé le terme que ça fait du bien de se faire remettre les pieds sur terre avec une défaite comme ça. C'était la première à la maison depuis une éternité en 60 minutes. Ils avaient perdu une fois cette saison contre Davos en prolongation. Il y a eu la défaite
contre Lugano Après en pré-playoff. Sinon, c'est au mois Et d'octobre. sinon, c'était il y a 13 mois. Donc, c'est pas souvent que Genève déjoue comme ça à domicile. Mais ce qui a fait leur force, c'est que derrière, ils ont su réagir et pas aller sur une série de 2 défaites. C'est qu'à Cloton, ils ont fait le job en étant très consciencieux, très appliqués et aller gagner du côté de l'Achtimont Arena. Mais quand tu peux te permettre de dire ça nous fait du bien, ça nous met les pieds sur terre, ça nous fait du bien, ça peut dire que tu as des points d'avance. Hein? Ah oui, mais peut-être que non, mais c'est ça. Mais même écoute, si tu enlèves la position au classement, je pense que ça fait du bien parce que quand des fois tout va trop bien, oui. Tu as tendance à te reposer, c'est humain. Ben oui, tu dis, écoute, c'est facile ce soir, là, regarde, on va gagner Berne, c'est pas une grosse équipe, etc. Berne a joué un excellent match. Oui, moi, cette équipe-là de Genève est vraiment, vraiment, je trouve impressionnante. Elle est bonne à tous les niveaux. La question que les gens me posent, tu crois qu'ils vont être champions suisses? C'est ce que je disais avant avec Bienne, c'est que... Je sais pas, ça reste quand même qu'il y a des grosses cylindrées de l'autre côté là, qui vont être dures, des grosses machines. On a vu le match Zurich hier soir. Là, oui, mais ce qui peut nous permettre d'être quand même plutôt positif, on rêve un peu d'avoir un roman. Mais oui, évidemment, on en rêve depuis des années. Genève est incroyable, mais ne donne pas encore l'impression d'avoir eu tout son beau monde à son meilleur en même temps. Tu as Phil Poula qui a joué, qui joue, on va le mettre au présent, d'une constance incroyable. Winnick qui, à côté de Phil Poula, profite pleinement de tout ça pour faire du Winnick comme il sait très bien le faire. Omar Kartikainen ensemble, ça marchait pas, on les sépare. Omar va moins bien, attention, parce qu'on parle de crise, ça fait 4 matchs sans points là, ça devient sérieux là, non? Dans son cas, il doit être dépressif bientôt. Non, mais il essaye beaucoup de choses. J'étais au match vendredi du retrait de maillot de Bézina. Ça reste un gars qui il essaye de créer beaucoup. Mais il est sur le 3e bloc avec Pouliot, il a été avec Smirnov un temps et Praplin. Donc là, il n'y a pas forcément des gros finisseurs autour de lui. Praplin, oui. On s'attend aussi qu'Artikainen marque son but par match. Ça ne peut pas arriver non plus tous les soirs. Lui, c'est un buteur. Bon. La ligne bleue au but, il est incroyable, mettre le puck au fond. Mais tu vois, Omar qui crée des jeux, ça prend quelqu'un autour de lui pour les compléter. C'est ce que nous dit Quentin, Stéphane. Omar ne va pas bien, mais il a fait 20 points. Tu vois, 20 points. Vous apercevez nos guillemets. Oui, parce qu'il y a une période léthargique de 4 matchs sans points. Mais est-ce qu'il est vraiment heureux sur le 3e bloc? Là? C'est un gars qui ramasse aussi beaucoup de points sur le power play. Évidemment, puis s'il y a moins de powerplay, il en souffre. C'est un gars qui est bon dans une situation arrêtée, mais ça reste un excellent fabricant de jeu, ça reste un gars qui a une vision hors norme, de la ligne bleue au but, il est extraordinaire, un peu comme Artikainen, qui fabrique des jeux qui vont dans les espaces libres, puis un qui les finit. Mais il les a séparés pourquoi? Parce que défensivement, c'est une catastrophe. Puis le gars qui jouait avec eux au centre, il n'en pouvait plus non plus. Je ne peux pas vous le dire, là. Il disait, attends une minute, là, moi, j'ai 2 gars ils sont jamais F1 en zone de défense, F2, F3, à un moment donné, un coach s'impatiente un peu. Donc, pour l'intérêt de l'équipe, il a séparé les 2 gars parce que les 2 gars avaient un bilan négatif, excuse-moi. Là, il encaissait à 5 contre 5, il encaissait plus de buts qu'il en marquait. Quand même un problème. C'est que là, puis le joueur de centre qui joue avec ces 2-là, tu dis, attends, moi je dois tout faire le job défensivement. Les gars allongent les chiffres, etc. Donc au bout d'un moment, pour l'intérêt de l'équipe, ça a été une bonne décision. Ce qui me plaise beaucoup, Omar va Stéphane, faire moins de points comme ça, c'est sûr, mais bon. Parce qu'on parle toujours, bien sûr, des étrangers, des vedettes à Genève. Tant qu'on est leader, on peut se permettre de perdre des matchs, on restera leader. Pour l'instant, on a vraiment de quoi voir venir. On attend aussi le retour de Vatanen qui devrait se faire en janvier. Donc le départ de Vatanen a permis, et c'est là que je vais en venir, à 2 joueurs pour moi de pleinement profiter de ça. C'est un défenseur qui a profité de l'absence de Vatanen, c'est Le Coultre qui pour moi est excellent. Il prend sa confiance offensive, il fait ses points. Derrière, il est très difficile, voire impossible à contourner. Et à l'avant, celui qui respire la joie de vivre, et ça se confirme avec les derniers matchs où il a en plus été buteur, c'est Vincent Praplan, qui pour moi il est en train de nous faire une saison. Il est sur un rythme de 35-40 points, ce qu'il a fait du côté de Cloton. À Berne, ça a été un peu en dessous. Il faut dire que Berne, il est tombé sur des saisons où Berne se cherchait, trouvait son rôle, les problèmes d'entraîneur. Problème un peu personnel. Il y a eu des soucis personnels un peu. Il revient dans un milieu francophone. C'est un petit Valaisan francophone. Il revient dans un milieu francophone. Pas si petit que ça. Comment? Il n'est pas si petit que ça. Non, mais c'est un roman. Il revient dans un coin de pays qu'il connaît bien. Une identité. À Genève, ça parle anglais dans le vestiaire, mais beaucoup en français. C'est tous des détails qui font qu'un gars peut se sentir beaucoup mieux. On sait que le vestiaire de Genève est aussi un qui vit le mieux aussi.
le vestiaire de Genève. Ben là, quand tu gagnes aussi, etc. Ouais, on a eu de la bisbille l'année passée avec le changement d'entraîneur, mais là, ça va super bien, ça roule. Et puis, effectivement, le remarque de Quentin, les 3 premières lignes, honnêtement, c'est une équipe, voilà, sur le papier, c'est flamboyant. Celui qu'il faut peut-être convaincre, c'est Joris. Il doit vraiment être ton centre de la 4e. S'il accepte ce rôle-là, disons que c'est le centre bon. de la 4e le plus cher en Europe. Je vous conseille. Après ça, l'histoire ne le dit pas, mais s'il accepte de jouer Je te dis, s'il accepte 4e bloc, tu as un centre bon. de 4e bloc incroyable. Parce que lui c'est pas un gars qui est flamboyant offensivement et tout, mais sans pour la le reste, rondelle, tous il les est autres excellent. postes semblent assez bien prédestinés. Oui. Benjamin Antonietti, c'est son rôle, c'est la 4e ligne. Il a marqué un fort joli but Il la accepte son semaine rôle. dernière. Mais lui, quand C'est il est son venu à rôle. Genève, on y a mis les points sur les i. On dit, tu viens ici, ton rôle, ça va être ça. Puis ce qu'on attend de toi, c'est ça. Puis que, tac, c'est bon. Tu fais ton job, tu arrêtes de parler à gauche, à droite, et puis tu te concentres sur ton job. Et il le fait bien. Elodie Ce qu'il aimerait faisait plus à Lausanne. revenir et t'entendre, Stéphane, tu nous l'as déjà dit en studio, si la faute de Phil Poula avec sa canne entre les jambes n'était pas trop sévère. Je comprends que les gens s'offusquent de ça. Oui, c'est sévère. C'est sévère de donner 5 minutes pour ça, mais c'est ce qu'on demande aux arbitres. On a clarifié la situation. Il y a quelques années, c'était systématique. Si tu montais la canne dans les couilles de ton adversaire par en dessous solidement, c'était 5 minutes. Ensuite, on a dit non, c'est plus 5 minutes automatiquement. On doit apprécier le geste ou non. Au début de l'année, Guillaume Asselin, dans un match à Rapperswil, a été sanctionné de 5 minutes. Ça a tourné le match d'ailleurs en défaveur Bien d'Ajoie. Et typiquement, il ne regardait même pas là, puis il a voulu soulever la canne de l'adversaire, puis finalement, la canne n'était pas là. Poup, il l'a reçu dans un bijou de famille. Les arbitres ont donné 5 minutes. Alors là, les arbitres ont eu la directive suivante. C'est que si le gars veut clairement lever la canne, et puis c'est pas très violent, c'est pas très sec, puis tout à coup, elle finit entre les jambes, c'est 2 minutes. C'est pas de chance, etc. Et si le geste est direct, sans toucher à la canne, et assez sec et violent, je pense que c'était le cas de ce Phil Poulin. En tout cas, c'est discutable. Après ça, vous êtes fan de Genève, vous allez me dire « Oh, c'est pas si fort que ça. » Bon, il faut demander au gars qui l'a reçu comment ça fait mal. Mais Bon, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'a pas fait la comédie. non. Parce qu'avec Asselin, oui, le je gars en a crois que rajouté. le joueur, je ne sais plus qui. Typiquement, qui le cas c'était. d'Asselin, si ça se reproduit, ce ne serait pas 5 minutes. Là, maintenant, je pense que Phil Poulin, il va de bon cœur. Je pense pas que c'est un geste qu'il voulait Non, faire, il joue mais le puck. Et il est plus embêté parce Voilà. qu'il se retrouve avec sa canne là entre les jambes et voilà. Mais moi, je peux vivre avec. Je pense Il y a que aucune intention les de arbitres soulever ont le joueur. appliqué la règle comme on leur a demandé de leur appliquer. Oui, c'est sévère. Pour répondre à Elodie, je partage ton avis, c'est sévère. Mais c'est la règle qu'on a fixée. Stéphane, dernier point de ce qu'il faut peut-être encore ajuster à Genève, c'est tant qu'il n'y a pas de blessés à l'offensive, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à trouver la bonne place pour Alessio Bertaggia. 13e attaquant, à plus d'une reprise. Il a joué 4e bloc l'autre jour. Très peu de temps de jeu, même en 13e. Je crois que contre Berne, si je ne dis pas de bêtises, il a dû faire un shift. 39 vendredi. secondes. 39 secondes. Ça fait cher du chiffre, ça. C'est cher et je veux dire, c'est Ça fait- un joueur que tu signes sur le long terme et que tu n'arrives pas à utiliser à ce qu'il vaut ou ce qu'il Ça prétend fait cher la seconde. Non, mais oui. avoir été engagé. Il trouve pas ses marques. Le gars est sorti de son patelin. Il est venu à Genève. Gauchi le connaissait bien. L'affinité entre les deux gars, il l'a convaincu de venir à Genève. C'est un gars qui a flirté avec l'équipe nationale. Bertaggia aussi. Il faut dire que Fischer a fait des convocations de complaisance à Assez tout le monde, large. faire des cadeaux à tout le monde. Mais Bertaggia, voilà. Et puis, il arrive dans un contexte où on a un contingent étoffé. Omar revient. Phil Poulin re-signe, etc., etc. Si Bouliot devient suisse. C'est une configuration que là, effectivement, dans cet effectif-là, il n'a pas sa place dans les 3 premiers blocs. Ouais, parce que Miranda Je suis fait désolé. le travail un peu plus défensif de Winnick et de Phil Poula, donc il a sa place dans cette Ouais, ligne-là. Miranda, je dois dire que lui, tout à coup, là, il s'est remis les yeux en face des trous. Smirnov C'est pas un grand aussi sens a du jeu, pris sa mais- place finalement dans les 3 premiers Là, blocs. il est redescendu un petit peu, là. hein. Il est un peu redescendu, Ouais. mais Oui. Bertaggia, on s'imagine sans réfléchir et de se dire c'est un joueur de top 6 en Non, fait. pas pour moi. Non, mais je dis sans réfléchir. Ouais, ouais. Mais après, le constat est là maintenant et tu arrives quand même à un fait où tu as engagé un joueur peut-être à une grosse somme. Moi, je ne suis pas dans les chiffres, tu sais. Toi, tu es beaucoup plus dans la confidence. J'ai des mais, insides, voilà. voilà, mais voilà, j'ai pas vu. On n'a pas besoin de parler de chiffres et tout ça. Mais C'est un gros pour le chèque. sortir de Lugano, il a Voilà. donné 4 ans de contrat. Un bon Est-ce montant. qu'on doit s'avouer, on doit avouer l'erreur et de se dire, comme le dit Quentin, c'est pas déjà le bon moment d'essayer de l'échanger,
ou est-ce qu'on se dit que s'il y a des blessés, parce qu'il y en aura dans la suite de la saison, oui, c'est la sûr profondeur que l'on veut, c'est un remplaçant de qualité. qualité. Quand tu dis que tu as des blessés et que tu rentres un gars comme Bertaggia, c'est comme à Lausanne quand tu as Pedretti 13e attaquant. Excuse-moi, c'est du luxe, là. On s'entend. Donc, mais est-ce que Bertaggia est vraiment heureux? Seul lui peut répondre. Je pense pas qu'il a déménagé tout le monde à Genève pendant 4 ans pour avoir un rôle comme ça. Est-ce que Bertaggia va peut-être dire à Gaucher à la fin de l'année, t'es gentil, mais là, moi, tant qu'à pas jouer, je vais te retourner au Tessin. Peut-être qu'Ambry le reprend. J'en sais rien. Là, Non, je c'est suppose. il y a pure spéculation, mais je suis pas sûr qu'il n'y a aucun joueur qui joue pas qui est heureux. Elodie nous dit que si elle se trompe pas et la bonne mémoire, tu nous avais dit, Stéphane, tu n'avais pas compris la prolongation de Miranda, mais qui est un joueur qui a parfaitement compris son rôle maintenant, et puis qui, à défaut d'avoir des points, même qu'il est dans une triplette très offensive, à sa part de job, même si des fois on devrait mettre l'assist au mérite. Tu vois, Miranda, je l'aurais renouvelé, mais ça dépend du prix. Je ne sais pas quel prix ils l'ont renouvelé, mais si Carrère, en venant à Genève, a donné un élan à sa carrière, Miranda ne l'avait pas donné. Mais là, cette année, dans cet effectif-là, aussi bon que ça, je trouve qu'il a de l'allure. Il faut dire qu'il avait été beaucoup ralenti par les blessures. Ce que j'aime pas de Miranda, ce qui me dérange de Miranda, c'est que c'est un power forward avec un sens du jeu. Power forward qui ne joue pas si physique que ça. Donc, puis je trouve que son sens du jeu était pas loin d'être catastrophique par moment. On l'avait mis à Comarque à un moment donné, ça a été une catastrophe. On marque qu'il pétait les plombs. Parce que ça allait trop vite. Miranda, il n'a pas un sens du jeu. Et puis là, si on réussit à le faire jouer, je pense que Yann Cadieux, il faut donner toujours crédit à l'entraîneur. On critique souvent les entraîneurs, mais je voulais parler de David Desbichard, je voulais parler de Tom Heinen. Je pense qu'il a trouvé la façon. Mais vous allez me dire que dans le milieu, dans une équipe comme ça, c'est facile de jouer, mais il a... Quand tu as une Rolls-Royce, il faut savoir la bichonner pour qu'elle continue de ronronner et tout. Et ce que fait Yann Cadieux est aussi remarquable parce que, oui, il a un effectif énorme, un effectif qui a été construit pour aller le plus loin possible. Ouais. Mais après, il faut gérer tous les égos, il faut gérer les demandes de certains. Et pour l'instant, sa ligne de conduite est parfaite. Ouais. Et il a trouvé un rôle à Miranda qui lui convient. Alors, moi, je tire mon chapeau là-dessus. Puis, Miranda est... Voilà, il y a Sébastien Staub qui dit que Miranda était mieux utilisé à Zurich. Je ne suis pas sûr. Il est parti de Zurich parce que... Il n'avait pas le temps de jeu espéré. Miranda était... Il voulait grandir dans sa carrière. Miranda, depuis l'âge de 15 ans, moi j'en ai entendu parler dans tous les meetings de la Suisse Ice Hockey, était un espoir phénoménal. Il faut dire qu'il avait cette grandeur, cette grosseur-là à 15-16 ans. Les gars qui grandissent très vite. Après, Nico Gross, c'était comme ça. C'était un homme à 15 ans. Puis Nico Gross, a la peine d'être dans le top 6 maintenant en National League. Il a été repêché par les Rangers de New York. C'est des gars qui atteignent... Parce qu'ils sont gros puis ils sont grands, on les vrai wow. Puis quand tu arrives dans une ligue où c'est tous des hommes à côté de toi, là, tu dois faire la différence par d'autres moyens. Et ce que Miranda n'avait pas réussi à faire. Parce que c'est un 98, c'est quand même un jeune joueur. Puis là, il arrive dans une année de maturité où peut-être qu'il commence à trouver son rôle. Peut-être que ce gars-là étant un espoir. Je me souviens que Christian Volven, dans un meeting après un championnat du monde U20, l'avait ramassé, mais publiquement devant tout le monde, en disant que Miranda, c'était la plus grande déception qu'il avait jamais vue. Alors, c'était dur pour un jeune. Là, le gars, on dit, t'es bon, t'es une superstar, tu vas jouer à NHL. Et puis t'es grand, puis t'es gros, puis tu domines. Puis là, tout à coup, tu arrives en haut. Puis quand les autres te rattrapent, c'est plus compliqué. Puis là, tu ne trouves plus ton rôle. Donc après, c'est dur de travailler avec un jeune comme ça. Quand il est venu à Genève, on lui a donné sa chance, mais ça n'a pas été. Il a été blessé. Et là, tout à coup, peut-être que Cadieux, il arrive à un âge où le gars, il se dit, moi, je ne peux pas jouer de cette façon-là. Je ne suis pas une superstar top 6, clairement. Je suis plutôt un power forward qui doit jouer dans certaines limites, faire des choses simples. C'est ce que je pense que Cadieux a réussi à faire ça. Elliot Berton racontait dans un podcast, le podcast de nos confrères de Genève Servette 1905, qui disait que depuis ses juniors, il a toujours eu un rôle très offensif. Oui. Et puis qu'en arrivant à Ambry... Oui, parce qu'il était gros, puis il était grand, puis il était plus fort. Chereda lui a clairement expliqué que lui, son rôle, ça allait être celui-là de la 4e ligne. Il a mis du temps à l'accepter. C'était très, très honnête. Hein. Si vous ne l'avez pas écouté, l'épisode, on peut qu'inviter à aller sur le podcast de nos confrères. Il y a beaucoup d'honnêteté là-dedans et qui s'est construit ensuite son personnage là-dessus. Donc avec Miranda, on doit peut-être changer aussi on a reseté tout ça. Et puis j'espère qu'Elodie est contente et puis que vous voyez que Stéphane Rochette en personne arrive à aussi changer son avis. Ben oui, parce qu'il a trouvé, donnons du crédit au staff qui a réussi. Je pense qu'on lui a fait comprendre qu'il devait jouer de telle façon pour avoir du succès, pour avoir une longue carrière.
Alors que jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans, on le prenait pour un Connor McDavid. Mais non, mais ça, c'est des erreurs d'évaluation que je trouve épouvantables quand on voit les jeunes. On peut en parler du développement, mais des jeunes de 15-16 ans, tu dis, waouh, ils sont bons. Mais oui, mais il fait une tête de plus que les autres, il fait 15 kilos de plus. Ce jeu-là, là, quand il va arriver en haut, il le fera plus. Puis voilà, mais c'est typiquement Marco Miranda. Bon, Stéphane, on a passé bien en détail et j'espère que vous serez contents, les 5 clubs romans de la semaine, sur leur dernier week-end, sur leurs performances, sur les joueurs qui vont bien, sur ceux qui vont moins bien, sur l'état d'esprit général. On va donner le programme de la semaine parce que si les gens veulent du hockey sur glace, je crois qu'ils vont être servis cette semaine. Hein, Stéphane, il y a de quoi faire. Demain, journée complète avec studio à 19h25. Il y aura un match mercredi aussi. C'est la rencontre entre Zurich et Ajoie, qui est le match isolé. Des matchs jeudi et samedi. Pourquoi jeudi et samedi, Stéphane ? Parce que vendredi, tu regardes le foot. Parce qu'il y a du ballon coup de pied vendredi, ouais. Non, mais c'est vrai, on a adapté le calendrier et je pense que c'est une très bonne idée de ne pas mettre des matchs de National League aussi sur un soir. Pas forcer les gens à faire des choix ou les deux. Suisse, c'est ça, mais oui, c'est un événement, ça n'arrive pas souvent. Donc il y aura des matchs jeudi et samedi. Dimanche aussi, 3 matchs qui seront au programme. La NHL, bien évidemment, qui sera encore programmé. On va vous afficher tout ce beau programme sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Merci à toi, Stéphane, d'être venu dans Overtime. Tu reviens quand tu veux, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs. Les gens, ils croient que tu travailles à 50%. Non. Quand tu m'invites, je viens. Je suis fidèle au poste, pas de problème. J'accepte toutes les invitations. Toutes les invitations, ok, avec moi. Toutes les invitations. Ouais, mais avec toi, c'est toujours particulier. Parce que c'est toi qui fais le planning, donc je vais être gentil. Ça soigne. Allez, vous avez compris. On vous laisse sur ces belles paroles et ces notes joyeuses. On vous souhaite une très bonne semaine et n'hésitez pas à nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux et à réécouter ce podcast en replay. Il sera disponible sur toutes les plateformes et sur YouTube aussi d'ici quelques instants. Merci. Bye. Bye. Bonne journée. Bonne fin de journée.